Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur la planète des singes Suprématie. Pour parler de ce troisième volet de cette nouvelle trilogie de la planète des singes, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Liam. Comment ça va, Liam? Ça va très bien et toi? Très très bien. Tu nous as suivi une bonne partie de l'été avec tous ces blockbusters qu'on a traités. D'ailleurs, ça sera la dernière vidéo qu'on fera cet été pour une reprise pour septembre-octobre. On va faire une petite pause, on pose nos congés, on se permet de faire ça. En tout cas, ça nous a fait plaisir que tu nous accompagnes tout l'été. Et ça va être le cas aussi pour ce Planète des Singes Suprématie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Tiens. Eh bien, j'avais quand même de bonnes attentes par rapport à ce film, étant donné que je suis un grand fan de la saga. Et en fait, j'en suis sorti à un point où je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à être pris comme ça, malgré les retours, les très bons retours que j'avais lus, que j'avais entendus, les gens qui me disaient fonds sur la planète des singes. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je parlerai pas de chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un très bon blockbuster. Vraiment, c'est un très bon film pour moi. Et je trouve que ça va être très intéressant de l'aborder. D'accord. On a le plaisir aussi d'accueillir Patskill TV, ou plutôt Nicolas. Comment ça va, Nicolas? Ça va, même si je m'endors quand je dois participer à des tables rondes. Alors, effectivement, nous sommes le 15 août, nous enregistrons le débat, il est 21h16, et nous avons cherché à joindre Nicolas Pinson qui s'était fait enlever par des extraterrestres, ou qu'il était parti au Panama blanchir de l'argent, mais non, c'était endormi. J'ai régressé, je faisais que des bruits, j'étais là. Ah là là. Il était victime, une des premières victimes du virus que les humains ont subi dans le film. Non, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Alors moi, j'ai vraiment beaucoup aimé La planète des singes. J'en avais entendu un peu parler avant d'aller le voir, mais je me suis pas non plus spoilé plus que ça, parce que j'aime pas me faire spoiler avant d'aller voir un film. Et j'ai été bluffé par les effets spéciaux, mais vraiment, on a atteint un niveau qui j'ai pas de mots parce que franchement, j'ai vraiment les effets spéciaux, ils m'ont laissé sur le cul, quoi. Après, par contre, le film est un peu long, mais franchement, je l'ai kiffé et je le recommande très fortement à chaque fois que j'en arrive à parler de la planète des singes. Oui, tu continues le discours de qualité par rapport clairement, au là, premier et au deuxième Planète des Singes. Ouais. Malheureusement, je recommande plus La planète des singes à un certain film français qui vient de sortir. Qui est la dernière table ronde qui sera sortie au moment de la sortie de celui-ci, de ce débat. Adam, est-ce que tu es parmi nous? Oui, c'est bon. Adam, on dirait, on parlait tout à l'heure de Annabelle et Conjuring, on fait du spiritisme. Adam, es-tu là? Oui, il est là. Comment ça va, Adam? Ça va, tranquille. Ça va? Bon, Adam, concentrons-nous sur notre film. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'est un film, j'attendais pas mal parce que j'avais énormément aimé l'affrontement. Vous avez qu'à revoir la table ronde qu'on avait faite. C'est vrai. À l'époque, ça remonte déjà et ça remonte il y a 2-3 ans déjà. 2-3 ans, facile. Putain, ouais. Déjà, putain. On passe vite. Ouais, et non, j'avais beaucoup aimé. Le premier, j'avais trouvé moyen parce que s'il n'était pas, il n'avait pas beaucoup de, enfin, les thématiques qu'il abordait n'étaient pas très approfondies, ça restait assez divertissant, mais sans plus. Et donc j'en attendais beaucoup parce que c'est le dernier de la trilogie et donc qui doit conclure cette saga qui est. Conclure, mais c'est pas grave. Conclure, ouais. Toi, si les singes arrivent, t'es dans la merde, frère. En fait, tu vois, je suis atteint de la maladie là. Je commence à régresser. Tu sais, bientôt, je pourrais plus parler. Voilà. Alors, est-ce que tu peux conclure ton avis rapide sur le film? Ouais. Donc, j'ai adoré ce film. C'est le meilleur blockbuster de l'année. C'est l'un des meilleurs films de l'année, sans hésiter. Et ouais, donc du coup, très bon travail de la part de Matt Reeves et je suis confiant du coup pour son prochain film qui sera Batman. Ah, ça, c'est vrai que ça te parle forcément. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. Le petit fan de DC est rassuré, il tremble moins des miquettes. C'est vrai, non, en tout cas, déjà, je sais qu'il fera un bon film. Ça fouette moins de boules dans l'assistance. Non, vraiment très, 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 très bon film. C'est vraiment, il est. Mais en plus, on en parlera après, mais j'adore la manière dont il met le spectateur en fait dans un dilemme constant en fait tout au long du film. Et ça, c'est rare de nos jours que le spectateur devienne acteur de ce qui se passe en fait dans un film. C'est-à-dire que la plupart des films veulent juste nous montrer, vous savez, un spectacle comme un peu de théâtre. Mais là, pour une fois, toi, en tant que spectateur, tu fais partie intégrante quelque part de l'histoire parce que tu dois te positionner dans le combat qui est présenté justement. Et ça, c'est extrêmement intéressant à analyser. On y reviendra. Il est bavard, Adam, il est chaud, ça veut dire qu'il a apprécié le film. Quant à moi, je vais être dans la lignée de vous, messieurs, j'ai adoré. J'ai toujours vu une constante évolution de cette saga, que ça soit dans les thèmes, que ça soit dans les prouesses techniques, comme tu le disais, Nicolas. Mais là aussi, le 2 est meilleur que le 1. Le 3 est meilleur que le 2. Il y a toujours cet upgrade à tous les niveaux. Je trouve ça génial. Je l'attendais énormément comme un vrai petit fan de La Planète des Singes. J'adore tous les films qui ont été faits, même les plus kitsch, même les plus clochards des films qu'il y a eu, avec des budgets qui étaient ridicules, des masques réutilisés. Non, j'adore cette saga, j'adore cet univers et je me suis vraiment régalé avec ce film. Ouais, ça va faire plaisir de parler de ce film et je vous propose tout de suite de partir sur un petit synopsis. Pasquill TV, il est en forme, il est bien réveillé. il a la petite bouche un peu pâteuse, tu sais, quand t'as un peu trop arrosé la soirée, que t'as un peu trop dormi. Il est un petit peu là-dedans et il va nous faire un petit synopsis des familles. Alors, il va être très court le synopsis, hein, parce que déjà, je me souviens plus trop les deux. C'est des singes, ils sont sur la Terre, ils parlent. Ouais. En gros, les singes poursuivent leur vie parce qu'il n'y a pas de réel changement par rapport au film précédent. Il y avait quand même la menace d'une guerre prochaine avec les humains. Voilà. Guerre que César tient absolument à éviter à tout prix. On le sent d'ailleurs au tout début du film, et il le répète une ou deux fois, je crois, en disant que effectivement il est gentil avec les hommes. Il pourrait être plus méchant, il ne le fait pas, justement pour éviter la guerre. C'est un message qui tient à envoyer de la paix entre les hommes et les singes. Sauf que il y a un méchant homme qui veut absolument les exterminer, mettre fin à cette guerre qui n'en est pas une, puisqu'il y a que cet homme qui voit la guerre, et donc sa mission c'est de tuer César pour tuer le meneur des singes, et donc mettre fin à la guerre des hommes et des singes. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas trop. En attendant, César a d'autres projets, lui, pour les singes, c'est de continuer à créer leur communauté, quoi qu'il arrive. Voilà, et puis il va arriver des choses qui vont faire que on verra les vrais penchants de César, ses vraies intentions, et voilà. Il a ramé. Hein, j'ai ramé. Putain, c'est dur. Mais on a compris l'idée en tout cas. On est dans la continuité du 2. Effectivement, il y a un nouveau antagoniste qui se propose à nous et qui va affronter les singes. Et oui, le but ultime de César, c'est de trouver un endroit paisible où il n'a plus besoin de se soucier et des humains, et des autres, et des singes qui ne sont pas d'accord avec lui. Enfin, faire développer sa communauté. Je te laisse te reposer un petit peu, Nicolas, tout doux. Réveille-toi tout doucement. Liam, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire? Je t'en prie. Eh bien, l'histoire, il y a une gradation. Déjà, il y a une gradation dans cette nouvelle trilogie, on va dire. Tu as eu le premier film qui est plus la montée d'un leader, ses débuts, sa jeunesse. Les origines étaient plutôt un bon titre, en fait, au final. Oui, exactement. Et qui en même temps, ou même tout simplement le titre VO, Rise, du genre, pas encore le tout début, mais vraiment le début, mais sans rentrer dans le conflit armé, tout en essayant de garder un aspect par rapport aux humains, une certaine empathie. Ce n'était pas spécialement réussi, mais au moins il y a une tentative. Puis il y avait donc l'affrontement
qui était plus mitigé, qui montrait aussi bien les côtés négatifs et positifs dans chaque camp. Même si, encore une fois, il faut avouer que c'était et César qui était plus intéressant, plus que le duo des personnages de Jason Clarke et de Gary Oldman. Et ici, ce troisième, déjà, on peut constater l'avancée technologique parce qu'on a une certaine empathie directement pour les singes, pour ceux qui les représentent. Les rares humains que l'on voit sont des guerriers qui sont prêts pour survivre, pour être considérés comme les meilleurs. Et d'ailleurs, c'est drôle que la dernière apparition humaine, enfin drôle entre guillemets, que la dernière apparition humaine, ce sont des soldats qui sont cagoulés, dont leur visage, on ne peut même pas se relier par rapport à leur visage. On ne peut se relier qu'à ces motifs primates, on va dire. Et il y a plein de choses derrière. On peut y voir un message religieux, on peut y voir un message historique, la manière dont les camps sont traités dedans, l'exil des singes, et même la manière dont le personnage de César est abordé. Je pense que je vais garder un petit peu plus pour la partie personnage. Il y a quand même aussi un mélange des genres. Par moments, on a du film de guerre, on a par moments western presque, un genre de western presque intimiste, cette chevauchée de César avec ses compagnons qui se rapproche presque en fait, c'est comme une nouvelle version de western, comme Logan avait su le faire auparavant. Dans un autre style, évidemment, mais tous les deux des tournures, on sent l'inspiration du style biblical épique. Franchement, la figure de César est biblique à un point inimaginable, comme on peut le constater avec cette fin qui touche. Bref, il y a énormément de choses derrière. Ça fait du bien, un film qui a énormément à offrir par rapport à ses thématiques, par rapport à son histoire, par rapport aux visions qu'on peut avoir derrière. On peut donc tout ce qui est sur la religion, même la manière dont la descendance de Koba, ce qu'il laisse en tant que faux leader, on va dire, derrière lui, avec ses dissidents qui préfèrent se rallier aux humains plutôt que de rejoindre même César. Il y a énormément derrière, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait aborder ici. C'est vraiment un film avec du fond, mais il y a aussi une certaine maturité. Je pense que le film est PG-13, mais il y a quand même une maturité, une forme de violence qu'il y a derrière par rapport à ce qui est montré. Alors que chez nous, il est tout public. Ouais. Oui, mais c'est parce que les Américains sont plus... comment dire, au niveau des limites d'âge, il suffit qu'il y ait genre un peu de sang, une explosion un peu trop grosse. Nous, on aurait dû l'avoir au moins en avertissement, peut-être pas une interdiction moins de 12 ans, mais au moins un avertissement moins de 12 ans. Mais nous professionnels du cinéma, on est quand même assez surpris qu'il n'y ait pas un avertissement au moins de 12 ans, que n'importe qui peut, même un enfant de 3 ans peut être obligé à voir un film comme ça. Il y avait des gamins de 7 ans dans ma salle quand je suis allé le voir. Donc. Oui, justement, parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Il y a quand même des scènes relativement violentes. Hein. La scène d'intro, elle est quand même... je veux dire, c'est pas anodin quand même. Mais la première scène te montre directement des hommes tuer des singes. Après, c'est un peu hors champ, c'est un petit peu voilà, tu le vois pas. Après aussi, c'est que les singes, vu que c'est pas des humains, ça enlève. Parce que là, c'est une guerre fictive et ça fait partie des critères, notamment de ce qu'on doit donner comment on appelle ça? Pas des notations, mais une limite d'âge. De la classification, ça fait partie. C'est-à-dire que si c'est par exemple des aliens ou des créatures inexistantes, ça pose pas de problème. C'est moins frontal, peut-être. Oui, enfin, c'est dans les critères, ça. Ouais. C'est dans les critères de la manière dont ils classifient. Mais le film joue quand même bien sur le hors-champ, même si ça permet de garder un classement PG-13, on va dire tout public. On va dire que je reste sur le PG-13 ici pour exprimer, mais il y a quand même une certaine violence, juste certaines morts que l'on a hors-champ, que ce soit... Bon, évidemment, quand on regarde la table ronde, on se fait spoiler. Donc, le suicide. Il vaut mieux avoir vu le film, effectivement. C'est les bonus, encore une fois, c'est les bonus en attendant le DVD. Mais que ce soit le suicide du colonel ou même le primate qui s'est retourné les humains pour sauver César et qui se fait tuer d'une balle. Le sacrifice, ça, on le voit par contre.
Ça, on le voit bien. Mais la mort de la famille de César, ça, on le voit pas. Oui, de son fils et de sa femme. Ouais. On a su s'être approché de... Bon, c'est plus la réalisation, mais s'être approché de la caméra près des corps et on comprend directement. Mais c'est intelligent de l'avoir tourné comme ça, justement, cette scène-là, de ne pas avoir simplement bêtement montré le colonel en train de tuer la famille de César, où en fait, tu sais que César était là à ce moment-là, qu'il est parti, et que quand il donne l'information comme quoi, pour lui, il a tué César, tu comprends tout de suite de qui il s'agit, en fait, puisqu'il avait demandé à son fils de rester sur place, et tu comprends tout de suite que il a tué la famille de César, et je trouve que ça donne une tension dans cette scène qui est juste superbe, justement, du fait que quand César arrive, toi, tu sais déjà ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, tu comprends très vite pourquoi il est dans cet état-là, quoi. Donc, moi, j'ai kiffé cette scène-là. Ouais. Mais en plus, ce qui est bien avec cette scène, c'est que tout de suite, il laisse planer le doute. Alors, on sait que le colonel est venu tuer sa famille, mais on ignore s'il les a tous tués, en fait, ou s'il y en a un qui a peut-être survécu. Donc, en fait, cette tension, il y a cette tension de savoir est-ce qu'ils sont bel et bien morts. On sait qu'il est venu les tuer, mais peut-être qu'il y a encore une chance qu'il y en ait un qui soit vivant, et c'est le cas justement lorsqu'on voit Cornelius. D'ailleurs, je suis quasiment sûr de la réponse, mais je tiens quand même à demander. On est d'accord, Cornelius, c'est lui qui fait le lien avec les anciens films. Est-ce que c'est des liens? Est-ce que c'est des clins d'œil? Alors, officiellement, c'est une espèce de prophétie où Cornelius, c'est lui qui avait repris le pouvoir, ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Alors le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que je les ai vus que. Ouais, mais officiellement, cette nouvelle trilogie n'est pas considérée comme un préquel. De toute façon, en termes de date, ça colle pas du tout. Donc du coup, en fait, faut voir plus ça comme un hommage, en fait. Un hommage et un respect, parce que c'est pas putassier. Tu peux créer ta propre imagination autour des deux trilogies, des deux sagas, pardon, si tu as envie. La petite gamine qui n'a pas la parole, elle s'appelle Nova, c'est le nom de la femme de Heston. Et exactement, dans le premier Planète des singes qui était sorti, donc comme on a regardé en 68, c'est ça, Adam. On était plus sûr de la date. Et ça, faut l'avoir, la putain de référence, parce que quand tu regardes le film que tu sais pas. Au début, j'ai eu du temps avant de comprendre la référence. Parce que pour moi, Nova, c'est une voiture. C'est une voiture américaine. J'adore le modèle, tu vois. C'est pour ça, au début, j'ai pas compris. Ça. Il y a beaucoup de liens, et pas seulement visuel, en fait. Quand j'ai vu la référence après avoir vu le film sur Internet, là, j'ai compris. Mais ouais, c'est vrai que pour moi, en plus, Nova, c'est pour moi qui est fan de voiture, du coup, c'était une voiture. Donc, puis du coup, en plus, c'est vraiment la plaque qui va sur la voiture. Et ça, j'avais pas compris la ref. Au début, je me dis, mais pourquoi cette marque-là, en fait? De rêve quand ils arrivent à la fin, donc sur la terre promise, tu as utilisé le mot de religion, on est clairement là-dessus, c'est la terre promise d'un peuple, et le guide de ce peuple, c'est César. En gros, tu passes d'une forêt très humide, très froide, à quelque chose de plus aride, plus chaud, plus broussailleux, et ça rappelle beaucoup les décors qu'on avait dans l'ancienne saga des Planètes des singes. Donc tu peux te faire des liens dans ton imaginaire sans pour autant dénaturer une saga ou l'autre au final. Par contre, moi je rejoins Liam sur beaucoup de choses. Le côté western est vraiment kiffant, et pas seulement je grimpe sur des chevaux. On a droit à un duel, on a droit à un personnage qui est dans une dualité entre ce qu'il a aimé des hommes, ce qu'il n'aime pas chez eux, à travers ses Maurice, Laurent Houtan, c'est ça? Ouais. Maurice, c'est un petit peu son bon côté à César. Et le côté un peu plus dark, un peu plus violent, un peu plus personnel, et je peux le comprendre, parce qu'on a quand même un aspect qui est un revenge movie, il veut se venger. C'est un peu Koba, d'ailleurs Koba revient en espèce de fantôme du passé régulièrement dans le film. Je trouve ça plutôt intelligent, on n'est pas tombé dans les singes sont gentils et les humains sont méchants, et pourtant il y a vraiment de quoi faire. Le film n'est absolument pas manichéen de ce point de vue. Et ça qui est incroyable, en fait, pendant tout le film, c'est dur de savoir qui est réellement bon et qui est réellement mauvais. Alors, ok, César, on peut dire que c'est le camp du bien, mais oui, parce qu'on a l'habitude, on le connaît. Chez les hommes,
c'est dur de dire qu'ils sont mauvais, parce que déjà, d'une part, nous, spectateurs, nous sommes des êtres humains, tu vois. Donc nous, c'est plus facile pour nous de s'identifier aux humains qu'aux singes, tu vois, de par nature. En fait, t'as quand même été préparé 2 films pour apprécier César et ses copains. Oui, aussi, mais de nature. Le personnage, là, le gars avec son arbalète, j'ai même pas calculé son prénom. Je crois qu'il n'a pas de prénom. Je crois qu'il n'est pas cité. Le jeune soldat. Ouais, que tu vois au tout début, qui est là très ponctuellement pendant le film. Ce gars-là, tu sais à aucun moment de quel côté il est vraiment. Jusqu'à la fin, tu te dis, le mec, c'est un suiveur, hein. Il va se retourner contre les humains, ou voilà. Tu sais qu'il va se passer un truc avec ce gars-là, mais jusqu'à la fin, tu sais pas trop ce qui va se passer. Bon, à la fin, c'est une pute, hein. Mais voilà, j'ai voulu y croire jusqu'à la fin, et en fait, non, c'est une grosse salope. Il y a tous ces thèmes qu'il y a derrière le film, la peur de l'autre, les humains sont en train de mourir d'une maladie, sont en train de perdre leur voix. C'est ça, ouais. Tu te dis, qui nous a donné ça? C'est James Franco dans Les Origines qui a rendu César comme ça, et du coup, les autres singes aussi le sont devenus. Donc, du coup, tu rejettes sur celui qui est toujours présent, et puis tu peux pas te dire c'est nous les humains qui avons créé ça. Donc, tu as la facilité, et c'est tellement humain, et c'est tellement actuel, et c'est ça aussi qui fait la force du film. Tu pars dans un camp de concentration pour singes, je suis désolé, ça rappelle quand même pour nous Européens et même pour nous humains de manière générale des génocides qu'il y a eu dans l'Europe, que ça soit récemment ou il y a des dizaines d'années. Je suis désolé, même ce méchant, il est détestable et le mec, il le fait absolument. Il n'est pas si détestable que ça, hein, je trouve. Justement, je te rejoins, Adam, il n'est pas si détestable que ça parce que tu peux comprendre. C'est horrible, mais tu peux comprendre. Et ça te fait bien comprendre qu'une personne peut être vraiment quelqu'un de très positif, de très bon pour la communauté dans laquelle il est, et de très mauvais aussi s'il a des bonnes raisons, s'il a eu des blessures, s'il a eu des manques. Et que ça soit César ou ce personnage, cet antagoniste déclaré, bah, t'as les deux. C'est pour ça que, comme tu disais, c'est pas manichéen, et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est vraiment fort, c'est que on continue les thèmes, on les exploite, on y rajoute du western, on y rajoute du film, des scènes de guerre, on y rajoute également une des scènes d'évasion. Enfin, c'est toujours excellent. Le film, il est excellent. C'est intelligent, c'est bien imbriqué, il y a rien en trop. Enfin, il y a quelque chose. Allez, si je dois dire un truc, les gars, qui me plaît pas au niveau de l'histoire, c'est ce côté peut-être hyper prévisible, mais je me dis c'est un blockbuster d'été accessible à tous selon les pays, et en plus c'est pas ça qui est important. J'ai pas besoin d'être surpris par ce qui va être raconté. Où je veux être surpris, c'est techniquement, c'est dans les thèmes, c'est dans mon empathie, et je trouve que là ça marche parfaitement bien. Non, le film, certes, ce qu'on voit dans le film, on l'a déjà vu ailleurs, parce que déjà notamment il reprend pas mal de films de guerre connus, mais moi ce que je trouve vraiment incroyable, déjà rien qu'avec la saga de la planète des singes, c'est que c'est des films qui sont faits pour nous raconter la nature de l'être humain à travers des singes. Et ce film n'échappe pas à la règle parce que la guerre, parce que le film s'appelle en anglais La guerre pour la planète des singes, bah, cette guerre, elle n'est pas en réalité entre les humains et les singes, mais entre les humains eux-mêmes. Tu vois, on fait toujours les mêmes conneries. C'est ça, et c'est vraiment incroyable de se rendre compte que même si pendant tout le film on suit des singes, avant tout, ça parle de l'être humain. C'est ça. Une bonne saga. Les singes sont un miroir en fait des humains quelque part, qui montre une autre facette des êtres humains. C'est ça. Et techniquement, on est bien dans du miroir avec beaucoup de jeux de regard. On y reviendra avec des performances d'acteurs en motion capture qui sont toujours aussi exceptionnelles. On y reviendra aussi. Vraiment. Enfin, voilà, tout va dans le sens. Autant César il veut amener son peuple sur une terre promise, autant cette saga, les producteurs, les réalisateurs, donc le premier, je n'ai plus le nom du réalisateur, non, ça c'est le 2 et le 3. Par contre, Liam, voilà, c'était pas le même réalisateur sur le premier. Tu vois que tout le monde va dans le même sens, que ça soit pour le spectateur avec du cinéma qualitatif, certes blockbusterien, hein, c'est très bon pour manger du popcorn, il n'y a pas de souci, mais derrière avec des réflexions, avec ce que tu disais Adam, une critique de notre humanité, ça reste de la très bonne science-fiction. À la base, c'est de toute façon, je pense que si c'est mis entre deux bonnes mains, on peut nous en faire une chier de Planète des Singes. Ça va, si ça reste dans cette volonté de faire quelque chose de qualitatif, ça peut être très appréciable. Ouais, mais bon, surtout qu'il pourrait encore faire un autre film qui ferait encore la liaison avec les anciens films sans que ça gêne. Est-ce que vous aimeriez?
franchement, les trois là, c'est bon. Pas tous en même temps. Nico, vas-y. Après, on reviendra sur toi. Il pourrait le faire, mais je pense que ça serait le film de trop. Je suis d'accord avec toi. Adam ? Pareil. Non, je pense vraiment, on a vraiment une très très bonne trilogie avec une conclusion parfaite. Une apothéose même. Voilà, on n'y touche plus. Ouais, je suis d'accord. C'est bon, voilà. Et Liam, tu serais pour un petit peu de rab ou... Franchement, si il y a évidemment le même travail qu'il y a derrière, si on laisse encore je vais pas dire je vais pas dire qu'on laisse libre le réalisateur, étant donné que c'est quand même plus du studio. Bien sûr. Mais si on laisse quand même une certaine liberté, si on laisse encore la possibilité de passer ce message, moi je dis on pourrait. En fait, je suis comme pour la fin de Sherlock. D'un côté, j'ai envie d'en voir plus, et de l'autre, je me dis si ça se termine comme ça, moi je suis déjà content. Au moins, on évite. Dans les deux cas, tu serais satisfait, à condition bien sûr que ça reste dans toujours cette volonté d'aller plus loin, de rester dans les thèmes, de les exploiter encore mieux, exploiter la technique, exploiter les personnages, parce qu'on est d'accord. Et là, je spoil vraiment le plus gros truc. On va perdre César. Enfin. Comment tu veux faire sans César? Parce que ça reste cette trilogie, ce personnage, ce singe, c'est le premier qui a dit non, souvenez-vous, un peu comme le mais non de Charles, la même intensité. Mais dans l'idée, vous voyez... La planète des Charles. La planète des Charles, oh putain. Coucou à Charles. Charles, si tu nous écoutes, ça y est, on va déposer le brevet, là, Nico, il a trouvé une bonne idée. Alors, je garde la surprise, je lui dis pas. Et il y aura Kev Adams dans ton rôle, bien sûr. Mais non, mais voilà, on a plus César. Enfin, moi, ça m'a fait de la peine. J'ai pas pleuré. Bon, je vais pas faire genre, oui, je pleure pas, machin. Mais qu'est-ce que ça m'a fait de la peine. Il va me manquer ce personnage, vraiment. Ouais, mais le personnage est tellement bien écrit. Mais l'écriture au niveau de ce personnage est vraiment incroyable. Il y a une maîtrise d'écriture sur ce personnage. Parce qu'en fait, c'est surtout sa noblesse. En fait, c'est tellement un personnage noble, qui reste, j'allais dire humain, mais non, qui reste simien, on va dire ça comme ça, dans le sens où il a des fêlures, il a des fragilités, il a un côté obscur, mais il a tellement la volonté, c'est un leader, il est charismatique. C'est le mâle alpha, c'est le mâle dominant, c'est le mec, voilà. Mais rien que la toute première scène où on voit César arriver, alors déjà, ça c'est intéressant parce que on nous montre en fait un point de vue subjectif. Et au début, moi, je me suis dit que, en fait, ça se trouve, c'est un être humain. Parce que le point de vue objectif, c'est le point de vue de l'être humain, de ce qu'il voit. Tu as eu cette logique d'aller là-dedans. On voit la réaction des singes qui sont. Ils lèvent la patte pour se saluer, par signe de respect. Et cette scène, mais tu vois, mais rien. Mais c'est ça qui est incroyable. On ne le voit même pas que déjà, on l'iconise mort. C'est balèze, hein. C'est très malin. C'est très malin. Mais va me trouver un film où le personnage est déjà badass alors que tu l'as même pas vu. C'est ça qui est incroyable. Tu n'as même pas vu le personnage que tu sais déjà que le mec il en jette, quoi. Non, alors ça c'est vrai que c'est un putain de tour de force cette scène-là. Mais l'arrivée de César au tout début du film, c'est pareil, une grande maîtrise. Et là, c'est une maîtrise de mise en scène à ce niveau-là. Mais oui. Mais ce que tu disais par rapport donc à César qui était le premier à parler, ça pose aussi une autre question par rapport au film, c'est qu'est-ce qui nous rend humains? Ici, ce qui est vu d'un point de vue humain, c'est donc c'est le fait de pouvoir parler. C'est comme c'est un besoin qui est considéré comme essentiel dans la transmission des connaissances. J'avais eu la réponse de ma prof en cours de sémiologie sur la question. Heureusement pour ce débat, et je m'en excuse, mais ça rajoute encore quelque chose d'intéressant. En plus, j'avais parlé récemment de l'importance du son par rapport à d'autres films qui sont sortis, Dunkerque et Baby Driver, l'importance du son dans le film, dans la construction, mais ici on a aussi l'importance du son dans la manière narrative, tout simplement, dans la manière de préhendre. Parler, c'est ce qui nous rend supérieurs d'une certaine manière. C'est ce qu'on pense nous rendre supérieurs. Oui, mais dans le point de vue du film, en tout cas. Oui. Du point de vue de l'humain basique qui est dans la suprématie naturelle selon ses critères, on voit bien que quand il est mis en danger, que ça soit dans les trois films au final, parce que dans le premier, tu te dis, ah ouais, on n'est plus les seuls à avoir cette exception du langage.
Dans le deuxième, tu te dis, ils sont sur des terres qui nous permettent à nous de vivre, mais eux, ils n'ont pas besoin d'eau, d'électricité. Enfin, si, ils ont besoin d'eau, mais vous m'avez compris. Ils n'ont pas besoin qu'on leur amène de l'eau chaude et mais de l'électricité. C'est pour ça qu'ils vont se faire aider pour aller réparer le barrage pour pouvoir vivre. Et dans le troisième, je suis désolé, mais la suprématie même naturelle, elle est pour les singes parce que eux, ils ne craignent pas le virus dont ils sont l'origine, ou du moins l'effet secondaire qui a accompagné leur développement. Et les humains sont voués à disparaître et à s'entretuer. Ouais, mais en plus, c'est ça qui est intéressant, notamment avec l'histoire du colonel, c'est que le mec sait que l'être humain va disparaître. Il le dit, vous allez dominer la planète. Et donc, lui, il veut aller contre nature. Parce que là, c'est les voies naturelles. C'est du kamikaze à ce niveau-là. Ouais, mais c'est ça. C'est-à-dire que le mec, il va contre la voie naturelle des choses. C'est-à-dire que, tant pis, je suis contre cette voie-là. Je vais éradiquer tous les singes. Comme ça, ils ne gouverneront pas parce que je suis contre le fait qu'il y ait une nouvelle espèce qui soit dominante à l'homme, tu vois. Et surtout, en plus, il s'est amené tellement bien parce que c'est développé en disant oui, il y a des zones qui vont arriver du nord en renfort justement pour combattre les singes, alors qu'en fait non, tu apprends par la suite qu'en fait le gars il a sa petite armée à lui, mais que les mecs qui viennent du nord, c'est pas pour le rejoindre lui, mais c'est pour le combattre, et que du coup en fait son idée c'est de profiter des singes pour construire son camp et combattre les hommes, et très sûrement après une fois qu'il aura combattu les hommes et gagné parce qu'il était censé gagner, exterminer tous les singes, quoi. C'était ça, en gros, c'est ça l'idée. Il y a beaucoup de choses, c'est dense. On a soulevé beaucoup de thèmes très généraux dans l'univers de la planète des singes. Mais si on se ressente même sur César, on l'a connu petit, apprenant le langage des signes, puis ayant la parole, puis devenant un leader naturel, menant une résistance face à l'humain, face à des propres convictions contraires à ce qu'il avait avec Koba. Et dans ce troisième, on le voit en difficulté personnelle, puis abandonner les siens avec ses amis pour aller se venger, ce qui est des bas instincts, et on le comprend. Et quand on le retrouve dans cette prison, dans ce camp de concentration, j'ai retrouvé le singe que j'avais connu dans l'espèce de fourrière pour animaux exotiques, où il y avait tous ces singes avec les bruits sur les barreaux, la façon dont il a de se tourner, de se coucher la nuit, la souffrance qui va avec. Alors là, il ne subit pas les sévices de ses compères des autres simiens, il subit les sévices de l'homme. Au final, on est de la même famille, donc ça reste dans la continuité. Et au final, il va se révéler, ils vont y arriver, il va s'aider des autres, et il va trouver une solution. Il va en mourir parce qu'on l'a connu jeune, on l'a connu dans la force de l'âge, et là je pense qu'il est un peu vieillissant aussi. Il est blessé certes au combat, il est moins alerte, il est fatigué, puis qu'est-ce qui le retient? Au final, il n'a plus personne autour de lui, il a réussi à amener son peuple. J'y vois une sorte de laisser aller du personnage qui, c'est bon, je suis fatigué, j'arrête, quoi. En gros, ça fait un petit peu ça, et je trouve que c'est plutôt beau, quoi. Il a fait son devoir, quoi. Tu vois. C'est bon, vous n'avez plus besoin de moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, vous pouvez vivre en paix et vous. Et ça m'a coûté trop aussi. Tu vois que le mec, ça lui a coûté énormément, quoi. Physiquement, personnellement, émotivement, enfin, c'est compliqué. Vas-y, Liam, je t'en prie. Mais même aussi, du point de vue humain, on peut aussi voir une sorte de gradation dans la destruction de l'humain. Dans le premier film, c'était une destruction, on va dire, d'un point de vue positif, ça vient quand même d'un médicament qui était censé soigner Alzheimer. Puis dans le deuxième film, on est un petit peu plus partagé, mais il y a cette volonté de détruire les singes à tout jamais. Dans le deuxième, non. De détruire de la part de Gary Oldman en tout cas, de protéger l'humanité. Non, il y a du mépris, il y a de la défiance, quand même. Ouais, mais c'est parce qu'ils se font attaquer en premier. C'est les singes qui attaquent en premier dans ce cas de figure-là, en fait. Donc, c'est pour ça. Mais au début, ils sont plus craintifs qu'autre chose et ils imaginent peut-être les attaquer si jamais ça dérape parce que... Pour mieux attaquer, la meilleure façon... C'est-à-dire, on les voit déjà comme une future menace, mais ils ne le sont pas encore parce qu'il ne nous faut rien, tu vois. Ils nous attaquent. Ils s'en méfient. Voilà, mais c'est ça. Ça reste une forme de
de manière plus nuancée par rapport au troisième, où là, on est dans une forme d'humanité qui est prête à se détruire et qui préfère détruire une autre civilisation en plus, plutôt que d'essayer d'arranger les choses, qui est prête à la destruction totale, un peu comme dans le deuxième film de la saga en général, où ça se terminait quand même par une destruction totale de la planète. Là, on est vraiment dans ce chemin, on est prêt à tout détruire, plutôt que de laisser bâtir la génération supérieure, mais en tout cas, de laisser il n'y a pas de génération suivante, hein, concrètement. Ils sont désespérés, ils sont foutus, quoi. Ouais, parce qu'ils sont condamnés, c'est-à-dire que là, en fait, ils sont un avenir qui est fataliste, qui ne peut pas être changé. C'est-à-dire que tout le monde va se transformer en animal chez les êtres humains. Donc, c'est fini. L'être humain, il parlait des singes. n'existe plus. Ah oui, mais les singes, pour eux, ils s'en fichent parce que c'est pas des êtres humains. Ils ont rien à voir avec eux. Je sais pas s'ils s'en fichent. Tu vois, toujours dans la nuance et dans le non-manichéisme, Nova, on en a parlé. Oui, mais il tue son père, il récupère Nova. Oui, mais Nova, c'est une primitive. Elle comprend pas. Oui, mais mine de rien, ça reste une humaine. Oui, alors ça montre une facette, la facette bonne de l'être humain, mais le mauvais singe. Oui. Comme il se fait appeler, qui au final a un comportement d'humain, il ne sait rien faire des singes. Oui, il est plus proche de l'humain que presque que les humains eux-mêmes maintenant, quoi, au final. Il est cet humain et surtout, en fait, dans les origines. Il a été imprégné par justement le fait qu'il ait côtoyé quasiment que des humains. C'est ça. Tu le répètes plusieurs fois, quand il dit son prénom, entre guillemets, mauvais singe, du coup, les autres comprennent pas forcément parce qu'ils comprennent pas à quoi il fait référence. Mais pour lui, en fait, c'est son prénom. Voilà, mauvais singe, c'est son prénom. Mais les autres comprennent pas. À un moment, il le répète plusieurs fois, les autres en face percutent pas parce que ça leur parle pas, en fait. Mais ce qui était intéressant, tu disais, Anthony, avec le personnage de Nova, c'est qu'en fait, on veut nous montrer que la bonne part de l'être humain qui est en nous, elle est représentée par l'aspect le plus basique de l'être humain. Tu vois ? C'est celui qui n'est pas évolué. Alors que l'être humain qui est à l'apogée de son évolution est extrêmement destructeur. Tu vois ? Oui, il est très. Donc ça veut montrer aussi que quelque part, l'évolution de la civilisation amène toujours au déclin. Et ça, il suffit de regarder l'histoire. Toutes les grandes civilisations connues sur Terre ont toujours connu un déclin. Encore une fois, comme tu disais, ça reste notre propre humanité, la description de celle-ci, quoi. Tu peux y donner beaucoup de choses. Tu peux y voir, surtout aux États-Unis, de la lutte raciale, les Indiens, enfin tout ce que tu veux. Et toi, Européen, tu peux te raccrocher à des choses du passé ou même aujourd'hui, des conflits qu'on peut voir. Il y a des choses qui sont bien imbriquées, qui sont bien humains au final. Hein. Il faut voir même comment toute la saga en général apportait des messages. Je pense à la conquête de la planète des singes, qui a dû se faire censurer d'une certaine manière parce que ça appelait. Déjà, ça traitait tout simplement des violences faites par rapport aux Afro-Américains, et surtout, ça appelait à une certaine forme de révolte, là où le résultat au cinéma fut un petit peu plus appelait vraiment une forme de révolte. C'est le plus furieux d'ailleurs de cette ancienne saga. C'est le plus furieux des 5 en final. Surtout la version longue qui est atroce, quoi. Tu vois le meurtre des humains. Ça te parlait de nucléaire aussi à l'époque, dans le contexte. Forcément, ça parle beaucoup de ça. Et allez, même le dernier volet que j'aime le moins, le 5e, quand même, il y avait une certaine sagesse, un développement. Encore une fois, tu parlais de fin de civilisation. Il y avait ce déclin, il y avait cette sensation que on aura beau essayer, il y aura toujours une part mauvaise, il y aura toujours quelque chose. Et au final, les singes qui deviennent comme les humains, comme si c'était un éternel recommencement. Ils deviennent ceux qu'ils méprisent même. C'est ça. C'est-à-dire que dans le premier film, on voit que les singes méprisent les êtres humains et parce que justement ils savent qu'ils sont. Ils les traitent comme des animaux, comme nous on pourrait le faire avec les animaux. Sauf qu'ils deviennent comme eux. Ils deviennent ce qu'ils détestent. Il y a beaucoup de cynisme. Il y a beaucoup de cynisme dans la planète des singes. On peut peut-être moins le voir dans l'approche actuelle, même si en creusant on y voit quand même de belles choses. Il y a un côté furieux aussi et visuellement c'est traduit comme ça. Hein.
Le plan final, autodestruction, guerre civile, destruction par la nature, enfin il y a quand même pas mal de choses aussi. Bah, c'est une très belle métaphore de ce qui va advenir à l'être humain sur cette terre. L'être humain va disparaître de la surface de la terre, c'est ça que ça veut dire en fait. Il en restera rien, même pas un vestige, que dalle en fait. En attendant, abonnez-vous, likez, posez un com, tu sais les mecs. Ça fait toujours plaisir, comme dirait l'autre. On va ouvrir un Tipeee, c'est bientôt la fin du monde. Mettez des sous, qu'on en profite. Bon, on a parlé beaucoup de choses. on a parlé beaucoup de choses, de thèmes, d'histoire, de connexion avec l'ancienne saga, du thème général de la planète des singes. Partons sur les personnages, parce qu'on en a parlé un petit peu à travers César. Adam, les personnages, qu'est-ce que tu en as pensé? Notamment notre méchant aussi, parce que là on a le personnage du colonel, vraiment, c'est déjà la prestation de Woody Harrelson, c'est ça? Oui, exactement. Et très très bonne, vraiment. C'est déjà un très bon acteur de base, il suffit de regarder par exemple des films comme Tueur né de Everstone, où il est vraiment excellent. Mais là, pareil, il donne vraiment une interprétation qui est assez juste. Et ce qui est bien, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage, c'est qu'au début, j'avais peur que ce soit un personnage qui soit genre très manichéen, du style je déteste les singes, je vais les tuer, j'ai la haine des singes, alors qu'en fait je suis méchant parce que je suis méchant. En fait, à aucun moment on voit que le personnage a du mépris réel, a une haine envers les singes. C'est-à-dire qu'en fait, lui il voit les singes comme des parasites. C'est-à-dire que concrètement, il voit ça comme un problème. Et pour lui, voilà, il faut éradiquer ça comme on éradique, tu sais, une infection, une maladie. Une maladie, concrètement. Et du coup, lorsqu'il explique justement son point de vue là-dessus, et nous-mêmes, d'un point de vue humain, c'est dur de lui donner tort, parce que quelque part, il veut la survie de l'humanité, mais il la condamne à mourir, quoique... Il se sait aussi condamné, d'ailleurs. En fait, il a sa propre vision et sa propre méthode qu'il estime être juste, mais qui est radicale. Il sait de son expérience personnelle, justement, vis-à-vis de son fils, que la maladie va emporter l'espèce humaine, et que s'il tue pas les singes avant que l'espèce humaine disparaisse, il y a très peu de chances que les singes humains, tu vois. Et voilà, c'est ça. Il sait qu'il faut qu'il réduise le nombre de singes, sinon les singes deviendront l'espèce dominante. La suprématie est en jeu. Il y a cette idée on cherche la pureté dans notre camp, tu vois. Tous ceux qui sont malades, on les extermine, on ne cherche pas à les soigner, on les tue. Pureté, régime totalitaire. Clairement, c'est le film, enfin une bonne partie du film, ça parle de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Concrètement, quand on regarde, des schémas de dictateurs qui te disent mon peuple est meilleur parce que c'est comme ça, c'est scientifique, c'est politique, c'est une mentalité, c'est naturel. Voilà, c'est une idéologie néfaste et c'est exactement ça. Et j'avais peur d'ailleurs qu'on tombe dans ce côté le méchant c'est le nazi, tu sais. Moi j'adore ça au cinéma, j'adore pas les nazis. On fait attention à ce que je dis. Et non les méchants. Voilà. Mais moi, tu me mets des nazis dans un film, je suis content parce que c'est les méchants absolus dans mon imaginaire, tu vois. J'ai grandi avec ça, Indiana Jones et compagnie. J'avais un peu peur de ça parce que je me disais quand même la planète des singes c'est intelligent, on le dit souvent, c'est du blockbuster intelligent. Il y a des thèmes, il y a un vécu avec cette saga, les anciens films, les deux premiers qui avaient été faits. Et quand je voyais la bande-annonce, je trouvais l'acteur bien choisi. Là, le mec il est en train de se raser le crâne, il a une tête de tueur. Enfin voilà quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est iconisé en fait dès la bande-annonce. Il est très bien iconisé en fait. Dès la première scène. Hein. J'avais un peu peur quand même que ça soit... Mais dès la première scène, avec ces jeux de fusils et compagnie, c'est très beau. Et en plus, quand tu le vois, waouh, ok, d'accord, il est là. Quoi. Oui. Tu trembles un peu là aussi des miquettes, quoi. Tu vois, t'es là, t'es pas bien, quoi. Et cette manière aussi dont il évolue de manière déjà presque comme un fantôme au début. Tout simplement, sa seule apparition, on va dire, c'est quand il tue la famille de César. Puis après, il y a donc ce genre de fantôme qui traîne et qui fait grandir la violence de César en lui, cette violence qui l'infecte. Puis une fois arrivé dans le camp, on voit ce leader charismatique qui
Oui, il en impose. Qui a voilà, c'est une partie humaine, mais en même temps, c'est un type charismatique. Dire un enfoiré charismatique, mais qui a du charisme. Je viens de répéter charisme 55 fois, mais c'est fait, le quota est fait pour 2017. Et qui au final finit de manière, je vais pas dire pathétique, mais par rapport aux idéaux qu'il avait, c'est quand même une fin. Ah, c'est horrible pour lui. C'est horrible parce que pour lui, il y a avant même les singes, il n'y a rien de pire que la maladie en question. Et le fait qu'il soit atteint par ça, c'est... Tu ressens énormément de pitié pour lui. Il finit seul comme une vieille merde. Personne autour de lui, quoi. Il ne sert plus à rien. C'est même plus un chef sur le combat. Il est même pas présent, quoi, au final. C'est une chute. Alors que César, lui, il fait tout pour son peuple. Il continue, il envoie, il est au bout de sa vie. Enfin, il est pas loin du bout de sa vie au final, tu vois. Même à la fin, quand la grande avalanche, tu te dis putain, il va y rester le con. Non, il est toujours là. Alors que l'autre, il est déjà bien mort. Limite, on l'a oublié. Il fait partie déjà, même vivant, il faisait partie du passé au final, tu vois. Mais César, il est même tristique. Juste la manière dont il meurt, une flèche qui atteint sur le côté, ça me rappelle modérément quelqu'un. Plus la manière dont il est crucifié, mais il y a cette rage, cette haine qu'il y a en lui qui commence à grandir. Et c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure de la saga, c'était quand même lui le lien empathique. On s'accrochait à César, on avait de plus en plus de mal à s'accrocher aux humains. Et là, il tue quand même un homme de sang-froid qui aurait pu être innocent. Il en exécute un autre de manière, on va dire, pas loyale, mais de manière magnanime, parce qu'il est affecté par la maladie et que de toute façon ses blessures rend limite service. Il commet quand même, mais il commet quand même des meurtres et il est quand même porté par juste la volonté de faire tuer le colonel, juste cette volonté de la revanche, de vengeance. En même temps, il a tué sa femme et son fils. Oui, tu le comprends. C'est impossible de lui donner tort à ce moment-là. C'est pour ça que le film commence bien en mettant bien les bases. On tue les deux personnes les plus importantes de sa vie. Mais ce qui est important, c'est qu'il tombe pas dans la facilité de déclencher une guerre avec ça. C'est-à-dire c'est pas un prétexte pour que il envoie la pas tribu des singes, ça soit un combat. Et je trouve que c'est intéressant justement parce que du coup César part avec une toute petite équipe faire sa vengeance. Et pendant ce temps-là, en fait, t'as le groupe de singes qui part vers cet Eldorado qu'ils ont trouvé. Et après, tu t'aperçois qu'en fait, le colonel, il a capturé tout le groupe de singes pendant que César n'était pas là. Donc du coup, César, il a un choc du coup quand il trouve cette espèce de zoo, je sais plus comment elle l'appelle, le zoo ou je sais plus trop comment, cette espèce de parc. Le zoo humain, je crois, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ils appellent ça comme ça. Où justement il voit tous les singes qui sont parqués avec des singes qui sont mis sur des croix à l'entrée comme un message. Et là César se rend compte qu'il a fait une connerie parce qu'au final, lui qui voulait partir seul, il a laissé il a abandonné les singes. Sa vengeance a été la perte de son peuple, quoi. Il a perdu la raison. C'est là qu'il fait le lien avec Koba. C'est là qu'il fait le lien avec Koba, c'est-à-dire que pour sa vengeance personnelle, il a mis en danger les siens en fait. Oui, c'est ça. Ouais. De l'égoïsme, mais qu'on comprend. C'est pas un égoïsme de méchant. Sans vouloir le faire délibérément, c'est juste, il a voulu les protéger en y allant seul et au final, sa décision, elle a quand même mis son peuple en danger, quoi. C'est ça, c'est très juste. Mais ce qui est... de la nuance. Oui, encore une fois, toujours nuance. Et en même temps, tout ce moment où il se trouve justement dans cette prison, on voit à quel point il est mis en difficulté et même sa position de chef est mise à mal. Il y a même un moment, lorsqu'on le met dans la même... lorsqu'on le met dans la même cellule que tous les siens, les siens ne vont pas vers lui. Ils s'écartent, tu vois. Comme dans les origines, quand ils rentrent dans la cage. C'est-à-dire que pendant tout le moment où il était justement le chef, tout le monde le respectait, et lorsqu'ils l'ont vu, qu'il a été mis à mal, maltraité, vraiment, pour une fois, ils ont vu, pour la première fois, leur chef en position de faiblesse,
il en prend un énorme coup. Et je trouve le moment qui est le plus criant et qui tout d'un coup réveille les singes parce qu'ils voient vraiment que leur chef est à bout, c'est le moment où il crie au gorille qui frappe Laurent Houtan d'arrêter. Parce que ce cri, c'est la première fois où on entend César pousser un cri de détresse. Et lorsque tu regardes la réaction des singes, tout le monde s'arrête et avec un air choqué. Parce que leur chef est impuissant que ce soit physiquement, mais aussi... Il reprend quand même un peu le dessus, et ça te renvoie aussi au premier mot qu'il avait prononcé. Oui, parce que les singes, tout d'un coup, comprennent qu'ils doivent se mettre ensemble et commencer à se révolter, parce que sinon, c'est la fin pour eux. Ça ne tient pas que de lui. Ouais, c'est très malin. À tous les niveaux, c'est très malin. C'est très très malin. On a parlé de langage, Liam est revenu là-dessus. Pas besoin de milliers de propos pour expliquer les choses. Un regard, un geste, on comprend tout de suite. D'ailleurs, ceux qui parlent, au final, ce sont les personnages les plus comiques malgré eux. Mauvais singe, il parle beaucoup, il gesticule beaucoup. Il est très humain, et au final, c'est ce qui te fait rire, en fait. Quand il met sa veste pour aller les suivre, t'as envie de rigoler. Il y a beaucoup de gens qui ont rigolé dans la salle à ce moment-là. Mais il est touchant, en fait. Il est touchant de naïveté. Je sais pas, il fait de la peine un peu. Et puis, en fait, c'est un peu le comic relief, mais ce qui est bien, c'est que c'est pas appuyé. C'est genre, il vient apporter un peu de touche d'humour entre des scènes qui n'ont pas forcément de rapport entre elles. Et surtout, il y en a une de trop. Franchement, celle avec les jumelles. Ah, moi, j'ai trouvé que c'était trop. Ah, moi, je l'ai aimé, c'est là. Oh, tout petit. J'avoue, c'est drôle, mais je me suis dit, merde, ça m'a fait sortir du film alors qu'il y avait une tension palpable. J'avoue que ça m'a un petit peu, ça faisait très blague rajoutée. Ah oui, pour le coup, il avait rien à faire là. Il a été fait pour ça, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans cette fresque qui est vraiment épique, ils se sont dit, bon, ça serait bien qu'il y ait quand même 2-3 blagues parce que sinon les gens, voilà. Mais, même si je pense que c'était une contrainte, mais le personnage n'est pas insignifiant. En fait, il est digne d'intérêt parce qu'il a une histoire et il apporte beaucoup, quelque chose en plus. Il apporte beaucoup à cette petite équipe justement. C'est lui qui donne les infos justement pour retrouver le camp. Donc en fait, c'est pas juste un personnage fonction parce qu'il apporte un côté très touchant, genre quand il voit la petite fille qui a froid, les singes eux, ils ont pas froid donc ils se rendent pas compte, mais la petite fille elle a froid parce que y a de la neige partout, ça a l'air de cailler sa mère, elle est juste avec un sweat et du coup il donne son blouson de manière totalement naturelle parce qu'il a côtoyé les hommes et qu'il sait que les hommes ils ont froid, voilà et c'est super touchant quoi, c'est il a une vraie fonction. C'est même son histoire rajoute parce qu'on découvre même qu'il lui-même aussi avait une famille et qu'il l'a perdu et donc il comprend la motivation de César. C'est pour ça qu'il va du coup qui va déclencher le fait qu'il va aider César parce qu'au début il veut pas l'aider, il veut pas retourner là-bas en fait, il a vu ce que c'était et ouais du coup quand César raconte à demi-mot son histoire. Ouais, c'est suggéré en fait. Il le dit pas, en fait, c'est le singe qui donne les réponses et César ne fait que hocher la tête une seule fois et puis c'est tout. De la caisse, ouais. Et c'est surtout en fait, c'est là que tu ressens la peine du petit. J'ai oublié son nom, ce petit singe. Et je crois mauvais singe en fait. Ouais. Quand il comprend l'histoire de César, tu comprends que la sienne, elle est très similaire, mais qu'il en a vachement plus chié parce que ça fait longtemps qu'il est tout seul, en fait. En plus, il a perdu ses poils. Voilà, il a perdu sa famille, mais du coup, il s'est retrouvé vraiment tout seul, alors que César, lui, il avait il a perdu son identité de singe. Voilà, par rapport au poil. Et du coup, tu le ressens vachement dans les émotions. Ça, je pense qu'on en parlera au niveau des personnages, mais putain, les émotions qui sont dégagées avec les expressions faciales et tout, c'est juste énorme. Magnifique. Mais ce moment où Mauvais Singe, justement, il fait comprendre à César que ça lui arrivait aussi et qu'il faut qu'il y ait une certaine justice, un peu de vengeance qui soit fait. Putain, le visage qu'il a à ce moment-là, c'est... Waouh, moi j'ai été bluffé, franchement. Ouais, c'est fort. Émotionnellement, c'est très fort. Mais c'est tous ces petits personnages secondaires parce qu'on les connaît tous.
On connaît César, on connaît ses acolytes, on connaît leurs aventures, on en a fait partie, plus ou moins, en suivant la saga. Mais tous ces nouveaux personnages que tu rencontres, et notamment dans toutes ces nuances, les singes qui étaient avec Koba, qui ont rejoint les humains, qui sont marqués dans leur chair par les humains, avec ces tatouages, ces logos, ces scarifications qu'ils ont sur le corps. Le personnage de Mauvais Singe, même cette petite fille, c'est tous ces personnages qui amènent la nuance aussi, en plus du développement de César, en plus de l'aventure, en plus de ces grands thèmes autour de l'humain, autour du singe, autour du peuple, autour de la peur de l'autre, le massacre de l'autre pour la suprématie. Le mot suprématie est hyper violent au final, hein. C'est pas un mot positif pour moi, tu vois. C'est suprématie, c'est j'écrase les autres pour survivre, donc c'est compliqué. Je trouve ça vraiment bluffant, et le méchant dont j'avais un petit peu peur, je trouve qu'il s'en sort très bien. Il fait le job en tant que méchant, mais il y a quand même la nuance derrière qui arrive derrière avec des développements. Pas sorcier, on l'a déjà vu ailleurs, il n'y a pas de souci, mais ça marche bien. Encore une fois, c'est assez bien équilibré, mesuré. Enfin, c'est vraiment, vraiment impressionnant à ce niveau-là. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les personnages, messieurs? Peut-être un petit truc. Vas-y, Liam, avec plaisir. La manière dont Nova reçoit son nom, ça m'a rappelé d'une certaine manière la manière dont Nux, dans Mad Max Fury Road, s'approprie un nom de par le frein de sa voiture. Est-ce que ce serait une manière de se dire que nous nous rattachons d'une certaine manière toujours à un aspect matériel, à quelque chose, que l'aspect matériel puisse nous permettre de nous identifier, ou que ce soit une réappropriation de nos biens? C'est peut-être moi qui pousse un petit peu trop. Je ne pense pas. Quand tu as tout perdu, que tu n'as plus de mythologie, que tu n'as plus d'origine, que tu n'as plus de peuple, que tu es face au déclin, tu te rattaches à des détails, à un passé. Mad Max suscite cela, tout l'univers autour des voitures, autour de la puissance des moteurs, on manque de pétrole, on le vénère, on manque d'eau, on la vénère, on a des leaders, on les suit, on se sacrifie pour eux. C'est un peu ça aussi que tu peux voir dans les humains, dans les singes qui vivent à travers César, et quand il est en difficulté, ils ne sont pas bien, et il faut qu'ils reprennent le dessus, et il en meurt. Et effectivement, de donner à cette petite humaine un nom avec des vestiges du passé, sachant qu'elle est condamnée, ou du moins si elle n'est pas condamnée, elle va régresser mentalement parlant, si on reste dans ce qu'on a vu dans l'ancienne saga, où ils sont humains, ils se tiennent debout, ils n'ont pas de poils, ils ont l'apparence physique, mais ils n'ont pas la parole, ils sont très primaires, très primitifs. Au final, ça reste cohérent avec tout l'univers de la planète des singes, plutôt intelligent, là aussi. Est-ce qu'on partirait sur l'aspect technique? Oui, ouais. Je pense qu'il y a à dire. Ah ben Nicolas, j'allais te donner la parole, je t'en prie, fais-toi plaisir. Alors moi, visuellement, j'ai été bluffé par le film parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les expressions faciales des personnages, mais elles sont tellement bien retranscrites, quoi. Quand tu ressens les émotions des singes, et la plupart du temps, de toute façon, les vraies expressions faciales qu'on va avoir, c'est des singes, parce qu'on voit très peu d'humains avec des expressions. On en voit un petit peu au début, les soldats, quand ils se battent, on voit un peu de peur, mais après, finalement, tu vois que des troupes un peu au loin, tu vois le colonel, tu vois l'autre là avec son arbalète, mais sinon, pas trop, parce que de toute façon, tu vas suivre plutôt Maurice, César et puis Mauvais Singe, par exemple, où c'est les principaux, où tu vas voir des sentiments sur leur visage, genre par exemple la toute dernière scène de César meurt, où tu le vois tout doucement partir, tu le vois triste et en même temps libéré. Tu le vois sur le visage, tu le vois libéré. Et même Maurice à ce moment-là, qui est juste à côté, qui voit son ami mourir, qui pleure pas. Ça, je trouvais bien qu'il pleure pas. Ça aurait été un peu trop facile, mais du coup, qui est attristé. Et en fait, ça joue beaucoup sur le visuel. Comme il y a très peu de dialogue et que c'est quasiment que du visuel, la langue des signes ou les expressions au niveau du visage. Enfin, ouais. Puis le détail, le détail. Moi, il y a une petite scène qui m'a surtout marqué au niveau du détail, c'est quand Mauvais Singe, il sort la tête du sol au niveau quand ils sont dans la prison. Ouais. Putain, mais visuellement, je me suis dit, on est presque au niveau de l'animatronics.
tellement c'était détaillé. Mais t'as l'impression que c'est un vrai singe. Hein. Mais c'est la frontière est vraiment. Et pourtant, c'est une scène où en plus il est assez éclairé. Donc on tombe pas dans la facilité de faire quelque chose de sombre pour cacher la misère. Et là par contre, il est éclairé et tout. Et putain, quand il sort la tête, je fais ah ouais quand même. C'est visuellement, on est sur un niveau. Et c'est pareil quand je pense qu'on est arrivé à un niveau réaliste. Hein. Ah oui, mais clairement là, on a dépassé même, on a dépassé le monde du jeu vidéo qui arrivait à faire des trucs tellement poussés. Là clairement, on est sur presque du photoréaliste. Et j'ai beaucoup aimé les scènes où il y a des flashbacks de Koba quand il parle. Pareil, je sais pas, visuellement, il y a un détail qui est tellement élevé. Enfin, moi, visuellement, c'est de très très loin un des meilleurs films, avec des meilleurs effets spéciaux pour moi en 2017, très très loin devant. Ah oui, des films modernes, c'est. Ah ouais, non, mais clairement, il met une claque à tout ça sans peiner, hein, putain. Mais même en voyant les films de la saga, on peut voir à quel point on a évolué dans les effets spéciaux. On a eu donc on a eu les maquillages, on a eu les masques des premiers films. D'ailleurs, en voyant certaines images du 2, on voit que ceux qui ne sont même pas allés plus loin. Ouais. Oui, des fois ils sont juste. Ouais, il y a toujours des petits mécanismes pour faire bouger. Et il y en a, c'est genre on te met le truc plastique et puis voilà quoi, tu fais que bouger. C'est un masque de déguisement quoi. Ouais. Oui, voilà. Puis il y a eu le film de Tim Burton où on a pu constater une autre évolution par rapport au maquillage physique. Et là, toutes les possibilités avec la motion capture, sachant que le film en 2011 était quand même impressionnant pour ce qu'il avait, alors que maintenant c'est pour dire à quel point on a évolué. Il l'a ringardisé de fou. Là. Oui, genre celui de 2011, tu regardes. Il a vieilli maintenant. Oui, mais t'as l'impression que c'est pas le même. Hein. Vraiment, t'as l'impression que c'est pas du tout le même gars. Quoi, ce qui est dur, c'est de regarder ce film-là après avoir vu cette trilogie où là, sur le troisième volet, on atteint des sommets en termes d'effets spéciaux. Du coup, regarder celui de Tim Burton, il a vieilli, quoi. Il a vieilli maintenant, quoi. Ouais, il utilisait encore il utilisait encore du maquillage, quoi, réel. C'est ça. En fait, celui de Tim Burton, techniquement, il a on sent qu'on approche de quelque chose de très bon comme on a eu là dans cette trilogie, tout en gardant quand même des connaissances qu'on avait déjà développées dans les 5 premiers films. Il y a vraiment un film transition. Après, on en juge la qualité. Il y a vraiment des choses qui sont ratées. Mais c'est surtout le scénario du film qui. Voilà, par exemple, les acteurs, c'est pas forcément les bons choix. Moi, je trouve pas si horrible que ça, mais c'est clairement un des moins bons dans ce délire. Mais il y avait un côté basculement. On a basculé dans une autre façon de faire du cinéma et on le voit maintenant. Mais là, même le travail par rapport aux acteurs pour la motion capture, on parle d'Andy Serkis. Là, je lis, c'est Terry Notary qui a doublé plusieurs des singes et qui a fait vraiment des recherches poussées pour respecter la mimique des singes sans jouer dans le ouhou ha ha ouh, le truc qui personne sans les singer au final. Ouais, sans les singeries. J'avoue que ça c'était. Il y a du jeu de mots là. Ouais, non, mais même même au-delà de la blague, c'est ça en fait. On n'est pas là pour les imiter, on est là pour en faire quelque chose, un nouveau mythe en fait. Oui, parce que ce sont plus des singes normaux. Et oui. Mais on garde cet aspect simien tout en ayant cette partie évoluée, cette partie proche de l'humain. Et vu le travail qui est là-dessus, juste la représentation des personnages, que ce soit sur le travail des poils, le travail tout ce qui est consistance par rapport à l'eau, par rapport à la neige. Ah, c'est beau, ouais. Le film pose quand même ses couilles à plusieurs moments au niveau effets spéciaux, parce que c'est quand même des aspects difficiles à gérer, qu'il y a peut-être j'exagère peut-être, j'avoue que je ne suis pas le plus grand expert des effets spéciaux, mais il y a une dizaine d'années, peut-être que c'était difficile d'envisager certains de pouvoir faire d'un point de vue réaliste des créatures aussi crédibles, mais en jouant sur la luminosité, en jouant sur le rapport par rapport aux matériaux. Par rapport au décor réel. Voilà. Oui, déjà il y a 10 ans, on n'avait pas les capacités techniques.
Hein. C'est-à-dire que tu regardes entre 2007 et 2017, on a eu une très très grosse évolution. Hein. Ah oui, c'est fou. Et toujours dans le bon sens. On n'est pas dans l'économie, on n'est pas dans la volonté de bâcler, de dire allez, on surfe sur le succès, on prend le pognon. De toute façon, c'est con, ils vont y aller, donc il n'y a pas de souci. Il y a quand même le souci de toujours continuer à upgrader à tous les niveaux. Histoire, visuel, musique, enfin vraiment tout est une volonté de toujours faire mieux, sans dénaturer la mythologie de la planète des singes. Et ça, c'est vraiment très très fort. Pour moi, le pari est plus que réussi, même techniquement, c'est encore... Et l'émerveillement, est-ce que vous avez été émerveillé? Clairement. Oui, mais c'est surtout à quel point, en fait, c'est ce que disait Nico, c'est au niveau des expressions faciales, où on arrive, et c'est l'une des grandes forces du film, c'est que le film n'a même plus besoin de parler pour qu'on comprenne. C'est-à-dire, juste en regardant les personnages, on comprend tout. Et ça, tu vois, déjà, et encore, bien entendu, l'animation facilite énormément cet aspect-là, parce que on fait des fois des films avec de vrais acteurs où on veut tout faire. Il y a certaines scènes où on veut tout faire jouer par le regard, par les expressions. Mais d'un point de vue humain, pour nous, déjà, les êtres humains, c'est extrêmement compliqué. Tu vois. Après, il y a ce côté très ludique c'est de l'animation, c'est des technologies. Donc, moi, je sais que ça me le fait souvent, même quand je revois des films quelques années. Je cherche toujours à voir si je vois l'effet spécial. Tu vois. Oui, mais forcément, tu as cette espèce de jeu ludique de te dire, là, la planète des singes, bien sûr, je guettais le moindre grain, la moindre ride, le moindre poil. Des gros plans. Mais j'ai remarqué, pareil, le film, on parle de technique. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que déjà, au niveau des plans, on voit les singes. La plupart des plans sont longs, c'est-à-dire qu'ils laissent énormément durer ces plans. T'as remarqué, par exemple, juste un exemple, lorsqu'ils rentrent dans la pièce où se cache Nova, il n'y a que 2 coupes tout au long de cette scène. Les singes, lorsqu'on les voit marcher, et elle. À aucun moment on va changer de plan ni rien, on va faire durer, et notamment lors des gros plans, et notamment ce magnifique scène où tu as Maurice et la gamine qui parlent en langage des signes. Cet énorme gros plan sur le visage de Maurice. Mais j'ai regardé sa fourrure, tu ne vois pas que c'est de la fausse fourrure tellement c'est bien fait. C'est bluffant. À un moment, je suis resté au moins 10 secondes sur la fourrure. Je voyais pas le truc, quoi. Pour moi, c'était de la véritable. C'est fort, hein. Ouais. C'est fort. C'est à voir dans quelques années comment ça va ressortir. À chaque fois, pour voir que c'est une animation et que ce n'est pas quelque chose de réel, on regarde toujours le regard au niveau des yeux, parce que c'est quelque chose qui trahit énormément. Tu vois. Mais dans ce film, je le vois même plus. C'est-à-dire, je regarde dans les yeux de ces animations, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une âme, que c'est quelque chose de réellement vivant. Il y a des vrais singes en face, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel travail au niveau des yeux. C'est dingue. Mais c'est tellement puissant. C'est vraiment puissant, c'est incroyable. Enfin, non, et encore une fois, au service d'un film, d'une saga, d'une cohérence, d'un spectacle, dans le respect de ce qui a déjà été fait, et surtout dans le respect du spectateur. Tu vas mettre tes 10, 12 euros, ou allez, t'as des réducs, enfin, vous m'avez compris. Tu vas mettre 2 heures de ta vie pour aller voir ça. Tu en ressors, tu as vu quelque chose, à tout point de vue, abouti, et visuellement, très, très, très abouti. Mais déjà intellectuellement, bien sûr. Voilà quoi. Blockbuster intelligent, je l'ai lu. C'est ça, je veux dire, le film, pendant tout le film, tu réfléchis, parce que c'est ça qui est incroyable, c'est pendant tout le film, toi, spectateur humain, qui plus est, où est-ce que tu te situes? C'est vraiment, pendant tout le film, je me suis posé la question, mais au final, moi, ça veut dire que ça marche. Dans cette histoire, où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis avec les singes? Mais en même temps, si je suis avec les singes quelque part, je renie les êtres humains. Tu vois, il y a ce questionnement pendant toute la durée du film à son niveau. C'est ça, quoi. C'est le dilemme, il va au-delà des personnages, il va pour toi spectateur, tu vois. Et moi, ce qui m'avait beaucoup attristé à la sortie du film, c'est qu'il y a des gens à la sortie, ils ont dit ouais, c'est nul, il y a pas de scène d'action. Vraiment, il y en a, ils ont dit oh, c'était non, il y a juste l'ouverture qui est hyper prenante, mais sinon dès le début, on te dit les choses. Et moi, ça m'a attristé. Et c'est à ce moment-là, tu dis, ouais, ce que le film raconte sur la régression. Il est où ton reto? La famille. C'est ça, la régression de l'être humain qui est dans le film. En fait, tu la vois. Ils sont contaminés aussi.
C'est ça, quoi. Ils vont perdre la parole bientôt, ils vont saigner des yeux, ils vont chier du sang, ça leur fera plus drôle. Et ce qui est incroyable, c'est que ce genre de film, et c'est pareil, c'est triste, on n'en voit qu'un tous les 2 ans. Ouais. Mais si c'est pour attendre 2 ans pour du spectacle... Oui, c'est Mad Max en 2015, l'année dernière, on n'avait pas de film. Moi, je veux bien attendre 2 ans, mon petit. Si c'est tous les 2 ans, tu me sors quelque chose qualitatif à tout point de vue, dans le propos, dans la forme, dans le fond, dans l'acting, dans la musique, dans les aspects d'un bon film, hein, ça devrait être le niveau d'exigence du spectateur, des producteurs, des réalisateurs. C'est vraiment la base de ce qu'il faudrait être fait. Sauf qu'on en fait maintenant le point culminant de la création. Mais je pense vraiment que ce film, de cette qualité-là, on n'en verra pas un avant 2-3 ans, tu vois. Et c'est vraiment dommage. Attends, l'adaptation qu'on arrive. Non, mais je suis entièrement d'accord. Blague à part, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je te rejoins à 5000%. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect technique, la réalisation? Oui. Alors, vas-y, Adam. Ce que j'ai beaucoup aimé, et ce que tu remarques, c'est que le film, sa réalisation est à la fois extrêmement classique et très auteuriste. Mais quand je parle de classique, en fait, j'ai remarqué, c'est au niveau du montage et même au niveau du cadrage, il utilise des techniques qui étaient utilisées déjà à l'époque, dans les années 60. Et en fait, il a quelque chose de très Hitchcockien. Notamment au niveau du montage, j'ai remarqué, il utilise des techniques de montage qui sont datées aujourd'hui, qu'on utilisait vraiment à l'époque du grand Hollywood, tu vois. Et notamment, lorsque tu connais un peu Matt Reeves, il se dit justement de cette école de l'Hollywood des années 60, et notamment l'une de ses plus grandes références est Hitchcock, tu vois. Et ça, vraiment, tu le remarques au niveau des plans, parce que vraiment les plans sont très très longs. Il y a le film est vraiment très peu cuté. C'est vrai. Il y a très 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 peu de cuts. Et pourtant le spectacle est bien présent. Hein. Ah oui. Le propos est encore présent, toujours pareil. La mise en scène, c'est très bon, quoi. Ça sert l'histoire, ça sert les personnages, ça sert. Il y a pas mal de plans séquences, mais ça, par contre, tu ne le remarques même pas. T'es pas là à te dire c'est le plan séquence pour faire bien en 2017. C'est ça, c'est-à-dire que depuis Birdman, il y a une mode. Oh là là, il nous faut. Ou alors on y fait plus attention aussi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Peut-être aussi parce que maintenant ça se fait de plus en plus. Mais dans le film, il y en a vraiment pas mal. Et il utilise par exemple, pour te donner un exemple de montage qui est typique de vieux films et notamment de western, la scène de course-poursuite en chevaux. Oui. Si tu as remarqué, il utilise une technique où c'est un panoramique, donc gauche-droite, c'est une rotation de la caméra, où en gros, tu vois le mauvais singe qui passe au début. Et pour montrer César, Maurice, ainsi de suite, qui le poursuivent, ils vont garder le même axe de caméra au même endroit, mais refaire le même mouvement. Et ça, c'est une technique qui est utilisée énormément dans les westerns. Si tu remarques bien. Et ça rejoint ce qu'on poursuit dans les différents types de cinéma qui sont faits dans ce film. Film d'évasion, western, film de guerre. Oui, il se sert des codes du genre pour raconter son histoire et mettre en valeur ses personnages. C'est vrai, tu as raison. Il reste encore dans cette optique de faire du cinéma classique, le Hollywood classique, tu vois. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que aujourd'hui, on n'en fait plus ça. Si tu veux voir ce type de réalisation, ce type de montage, il faut que tu retournes à l'époque de Sergio Leone, de Hitchcock, voilà quoi. Donc ça fait plaisir. Encore une fois, toujours ce respect, parce qu'on n'est pas non plus dans. Bon, je vais encore me mettre les fans de La La Land encore à dos. C'est ça qui est bien, c'est que le film arrive à se détacher des références qu'il utilise. C'est-à-dire que on voit pas un hommage, on voit quelque chose qui est propre au film. Oui, tu vois, ça ne dénature pas. La plupart du temps, tu as l'impression de voir des scènes où tu dis ça c'est la scène pour faire hommage à tel film, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je rejoins ta remarque dans le côté respect sans forcément faire un copier-coller ou un hommage. L'hommage et les différents ponts qui sont faits avec l'ancienne saga sont discrets, présents,
rien à dire, hein. Ils sont là, oui, mais on n'est pas dans la gratuité. Mais c'est pas lourd, quoi. C'est pas du tout lourd, dans le sens noble du terme. Fanservice dans le sens noble du terme, si on peut en trouver un. À cette expression qui est devenue un peu péjorative. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le tout d'une manière pertinente, l'histoire. Ce que tu disais, Adam, par rapport au plan séquence, ce qu'on disait par rapport à l'utilisation des effets spéciaux, c'est pas juste de l'esbrouf visuel, c'est pas juste regarde, on a fait ça, regarde, on a fait ça. Ça sert narrativement. C'est pas d'attraction, tu vois. C'est pas une attraction, ce film. C'est vrai. T'es pas là pour oh là là, je vais regarder des scènes d'action, de belles images. C'est pas ça. Parce que le plus important, le film veut nous raconter avant tout une histoire humaine et il se concentre là-dessus. Ouais. Parce que la grande majorité des plans en effets spéciaux, ils sont faits bien entendu sur les singes, mais les singes, ils sont tout le temps filmés de près, énormément en gros plan. C'est vrai. Rarement pour capter les émotions. Rarement de loin, tu vois. Vraiment. Ou pour faire un effet de masse, oui, voilà. L'espèce de menace avec un surnombre ou autre. Limite, le surnombre, tu l'as à la fin avec les hommes au final. Donc, tu t'en fous parce que tu sais qu'ils sont condamnés au final. Ouais. Et en plus, c'est logique. Je me pose une question au niveau de la scène finale. Oui. Où on voit, tu sais, tout cet amas d'êtres humains avec des cagoules blanches. Si tu remarques bien, ça j'ai remarqué, ils portent tous le même équipement. Tous. C'est vrai. Et je me demande est-ce qu'ils ont utilisé tout un tas de figurants, ou alors, et ça ce serait intéressant au niveau de la technique et au niveau de ce que ça représente, ça serait que ils aient utilisé seulement 2-3 personnes, mais qu'ils ont multiplié, tu sais, qu'ils ont multiplié. Ils auraient inversé le truc, en fait. Tu vois? Non, ça serait vraiment très intéressant si c'était le cas. Ça, il faudrait savoir, il faudrait regarder le making-of, si cette scène-là a été tournée avec tout un tas de figurants, ou alors seulement 1 ou 2 figurants, mais qu'on a multiplié en fait pour en faire une masse énorme et d'êtres humains, tu vois, mais qui pour le coup ces êtres humains seraient fictifs. Ouais. Au final, l'être humain est devenu du background de la planète des singes, quoi. Ouais. En fait, ça appuie la déshumanisation de l'être humain même. Et ce que tu dis, c'est tellement, c'est intéressant à un point où on est d'un côté dans la manière dont cet amas humain est représenté, comme tu le disais dans les films classiques où on utilise des centaines, on utilise des centaines de figurants pour appuyer la force. Et en même temps, on est dans une telle capacité technologique, capacité dans les effets spéciaux que l'on est à se demander ce qui est réel et ce qui n'est pas. C'est vrai, c'est fort. Alors qu'il y a certains films avec des budgets bien plus conséquents où t'as envie de dire c'est bon les gars, je le vois, il n'est pas fini votre film, quoi. Enfin, tu vois. Ouais. Notamment un homme araignée qui arrive sur un aéroport. Ah oui, mais après le problème c'est que ces films-là dont tu parles, ils n'ont que 6 mois de post-production. Et là, surtout des grosses masses salariales. Là, on parle d'un film dont le tournage a commencé en 2015. Ouais. Ce que tu disais avant qu'on. Un travail très long, tu vois. C'est ça aussi. Il faut savoir donner du temps. C'est ça. Voilà, il faut savoir avec du temps. Parce que même si on a les capacités technologiques nous permettent de faire beaucoup de choses, néanmoins, si on veut arriver à un tel niveau de réalisme comme dans ce film, faut prendre du temps. Énormément de temps. Parce que même j'avais regardé une featurette, tu sais, les featurettes, c'est là où on voit un peu l'équipe technique, on voit l'envers du décor. Oui. Où tu vois une salle. En fait, c'était incroyable. C'était un amphithéâtre avec tout un tas d'ordinateurs et c'était des graphistes, justement. T'imagines? Ouais, et tu te rends compte à quel point le boulot d'animation. Ouais, la démesure et le temps qui est passé là-dessus. Déjà, ça demande énormément de personnes. Des fois, il y a des centaines de personnes qui travaillent sur des effets spéciaux pour une seule scène. Tu vois, ça demande énormément de travail et énormément de temps. Et il faut savoir donner du temps pour ces films-là. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, quand tu regardes, notamment les films de super-héros, la plupart des films de super-héros, il y a pas mal de scènes où les effets spéciaux sont pas terribles parce que c'est fait à la va-vite. Mais tu as vu le calendrier qui est intenable pour ce type de sortie. Disney qui te sort un calendrier sur les 3 prochaines années avec un film tous les 2 mois dans des univers différents, même s'ils ont la capacité, même s'ils ont le budget, bien entendu, mais ils ont pas le temps d'employés. Tu te dis, il y en a forcément dans le lot qui seront un peu bâclé ou pas, soigné à 150%. Forcément, on s'en doute bien. En fait, c'est une forme de dédain par rapport aux artistes et ces effets spéciaux. Ils sont de moins en moins de temps pour faire de plus en plus. Et aussi de moins en moins d'argent. Ouais. Mais c'est là où tu vois la différence.
économique, on n'est pas non plus sur un petit film à 4 bidouilleurs, hein. C'est une super production, c'est 150 millions de budget, c'est des producteurs omniprésents, réalisateur qui sait travailler à la fois techniquement mais aussi dans le relationnel avec les producteurs. Je pense que c'est un bon employé, hein, y a pas de souci, c'est pour ça qu'ils font confiance. Sans être négatif dans mon propos, hein, il travaille pour une entreprise, il essaye de faire de son mieux. Tout va bien. Mais ce qui est intéressant avec Matt Reeves, c'est qu'il arrive, tu vois, il arrive à s'imposer. Ce qui était intéressant, c'est bon, là, il est officiellement réalisateur. Enfin, il va réaliser le film Batman. Bon, il se pourrait qu'il se barre, hein, parce qu'en ce moment chez DC, ça va, ça vient. C'est compliqué. Mais ce qui était intéressant, c'est que au tout début, lorsqu'il était prévu qu'il réalise le film à la place de Ben Affleck, au début, il a rejeté l'offre. D'accord. Parce que justement pour Planète des singes. Non, même pas. C'est parce que, enfin, c'est des rumeurs, mais on dit que en fait, il voulait faire le film de telle sorte que s'il n'acceptait pas, il ne le faisait pas. Ah et oui, donc, carrément. Il a réussi à faire plier la Warner pour réaliser le film, tu vois. Non, c'est un gars. Je pense qu'il a compris le système. Ouais, il est malin, il est très malin. Il arrive à l'utiliser à son avantage. Et il fait des choses qualitatives, et on a eu l'occasion d'en parler. Est-ce qu'au niveau de la musique, vous voulez qu'on parle un peu? Est-ce que c'est qualitatif aussi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui. Je vois des oui, ça s'élève. Il y a un petit thème principal bien sympathique qui est bien utilisé au bon moment. On le sent surtout sur la scène où le colonel vient tuer César. Ou quand on passe d'une scène avec un singe et une scène avec un humain, la musique change légèrement. Il y a des petites notes de musique différentes pour bien montrer qu'on passe d'un personnage à l'autre. De la nuance là aussi. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tombé dans la caricature du blockbuster avec un thème super épique. Ça aurait pas collé avec le film, mais il y a un thème qui est reconnaissable pour ce film-là, et ça c'est bien. Ouais, mais en plus c'est un thème qui lui arrive seulement lors des moments d'intimité, si t'as remarqué. Notamment sur là où vraiment j'avais trouvé que c'était vraiment beau, c'est au moment où t'as Nova qui vient nourrir César, où on entend justement ce thème, et il arrive aussi au moment où César retrouve son fils. C'est au moment d'émotions fortes où ce thème arrive, tu vois, parce que la musique est vraiment très elle a un petit côté intimiste, mais en même temps aussi ce côté tribal, un peu guerrier, notamment au début du film. Et là où je trouve que l'utilisation de la musique est très très bien, c'est au moment où le colonel commence à tirer pour la première fois sur César. Au niveau des balles, au niveau des battements de tambour, tu vois, c'est-à-dire on n'entend pas les bruits des balles, c'est des battements de tambour ultra rapides qui se font, tu vois. C'est calqué sur la fureur des tirs. C'est-à-dire que le son diégétique disparaît, le bruit des balles, de la cascade, c'est le son de la musique qui vient créer en fait ce manque de son. L'impact des balles au final. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Donc on a au niveau de la musique, c'est très très bien utilisé. Je pense que je vais me la réécouter après parce que le thème était très très joli. Vraiment. Je confirme. Moi, je me le tape tous les jours parce que du coup, dans le cinéma, ils diffusent des musiques de films. Ah, d'accord. Des musiques de films récents, en fait, pour appuyer un peu les sorties. Et du coup, le thème de la planète des singes, je l'entends plusieurs fois pendant la journée. Il en a marre, mais il le vit bien. J'ai ça et Spider-Man Homecoming, entre autres, qui passent régulièrement. Faut vraiment kiffer parce que sinon tu passes de très mauvaises journées là quand même. Ah mais ça va, après ils rediffusent aussi des séries et d'autres films un peu plus vieux, mais on va dire en termes principaux ils diffusent les plus récents quoi. Actuellement c'est les deux films qui cartonnent au box-office blockbusterien, on est là-dessus. Je me demande s'ils marchent super bien. Pas vraiment apparemment. Bon, la planète des singes, j'ai surtout l'impression que c'est une réussite critique en fait. Critique et spectateur, j'ai jamais lu pour le moment un avis négatif, je l'ai peut-être pas cherché aussi, mais j'ai eu beaucoup de choses très positives sur ce film. Liam, sur la musique, mon petit. Bah déjà la musique, bah c'est déjà Michael Giacchino qui est derrière, bah c'est voilà. Je crois que tu l'aimes bien. Il a fait il est partout en même temps. Il a fait la plus belle BO de l'histoire du cinéma avec Super 8. Ok, je me calme. C'est très objectif tout ça. Oui, très, très, très. Mais plus sérieusement, c'est un compositeur dont j'apprécie énormément le travail. J'avais apprécié ce qu'il avait fait sur. Et là, il arrive à retranscrire pour moi même la vision du film épique, grandiose et en même temps intimiste et proche. Donc, il y a des thèmes qui appuient
en même temps l'histoire de manière logique, comme on l'a dit plus tôt. On n'est pas dans le thème le thème que l'on retient plus que le film en lui-même. Le thème sert à nourrir le film, sert à nourrir ses thématiques et à nourrir ses personnages. Bref, pour moi, je vois pas vraiment ce que je pourrais dire de plus que c'est une très bonne BO et c'est un très bon compositeur, même si c'est pas aussi parfait que Super 8. Ok, j'arrête l'objectivité. Enfin, la subjectivité. On a compris en tout cas que tu appréciais autant la musique que le film. Et qu'en plus, ça tombe bien, c'est un compositeur que tu apprécies beaucoup. Voilà, donc je perds en objectivité. Comme je le disais sur Valérian on par veut rapport pas à la subjectivité. Ça n'existe pas. On veut ton objectivité, on veut ton avis, on veut l'avis des gens qui viennent ici. Et on veut aussi l'avis des gens qui nous écoutent. N'hésitez pas, comme je le dis souvent. Pour revenir sur la musique, moi, je vais rester toujours dans mon côté vieux con, vieille saga. J'ai retrouvé des sonorités que je retrouvais dans les anciens films. Ce côté très pesant, oppressant sur certains aspects, très menaçant, avec des thèmes presque stridents. J'apprécie beaucoup ce qui avait été fait dans l'ancienne saga. J'ai retrouvé un peu cet esprit dans le troisième volet de cette trilogie. Autant dans le premier, j'avais quelque chose d'assez classique, mais dans le bon sens du terme, attention. Dans le 2, j'avais beaucoup cette tribalité dont tu parlais, Adam, et qu'on retrouve aussi dans le 3, comme si c'était dans la continuité, on est vraiment dans cet aspect continuité. Mais j'ai retrouvé des thèmes qui m'ont rappelé au bon souvenir de l'ancienne saga, et ouais, c'est un excellent boulot qu'il a fait le monsieur sur l'OST de ce film, vraiment. Vraiment, c'est très qualitatif, à l'image du film, il n'y a rien à dire. Ouais. Tiens, pour vous donner un peu les chiffres, le film n'a fait que 313 000 $ à travers le monde en termes de gains, ce qui est pour ce genre de film, disons net, tu veux dire, c'est-à-dire qu'il a remboursé son budget, il a fait que ça de bénéfices. Oui, enfin, le budget était de 150 millions et il en a rapporté 313. Ce qui est, oui, il est rentable, mais oui, ce qui est intéressant à voir avec ce film, c'est que tu vois le film qui a été fait ou non pour de l'argent. Concrètement, tu regardes la guerre pour la planète des singes, en termes de com, il n'a pas une com très agressive. On ne voit pas partout la planète des singes, allez voir, blablabla. Non, c'est un petit peu avant le film, mais normal, on va dire. Ouais, c'est ça, une promotion normale, pas abusive, tu vois. Il y a aucun produit dérivé ni rien. Tu vois le film qui n'a pas été fait pour des enjeux économiques. Bien sûr, ils veulent se faire de l'argent là-dessus, mais ce n'est pas le but précis, contrairement à, par exemple, l'envie de bien finir, je pense. Il y a l'envie de bien finir la trilogie, dans la continuité de ce qui a été mis en place. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, oui, le seul petit bémol que je donnerais, c'est que peut-être au niveau des titres, il peut paraître un peu un peu mensonger dans le sens que les titres français ou les titres anglais, US. Ouais. Parce que la guerre pour la planète des singes, et notamment lorsque tu regardes l'affiche, par exemple l'affiche américaine, tu as d'un côté une grande armée de singes et de l'autre côté une grande armée d'humains. C'est comme les bandes annonces, je pense. C'est pas la vision du réalisateur, c'est la vision oui. Là, je parle de distribution et de la production. Là, je parle du marketing. Ouais, ils veulent te vendre du spectacle, quoi. Et c'est pour ça que, notamment, dans ma séance, il y a eu des personnes qui étaient déçues parce qu'ils s'attendaient à un film d'action où il y a une guerre entre singes et humains. Ouais, c'est absolument pas ça. C'est clair. C'est un peu mensonger. Ça peut être la bonne ou la mauvaise surprise selon les attentes. Ça, c'est dommage parce que tu as pas mal de films qui, à cause de ça, ont reçu des critiques horribles. Je prends un exemple, Le Village de Shyamalan. À l'époque de sa sortie, il s'est fait incendier parce que le film était vendu comme un film d'horreur, alors que ce n'est absolument pas un film d'horreur. Et le film est magnifique, Le Village. Il est magnifique, mais il s'est fait incendier parce que les gens pensaient que c'était un film d'horreur, mais c'était pas le cas. Il y en a certains qui ont pensé que c'était une adaptation cinéma de Louis la Brocante, ils ont été un peu déçus, mais bon, ça c'est autre chose. Ils ont cru qu'il y avait Jacou le Croquant qui allait arriver dans le village pour vendre des trucs, alors que non, pas du tout. Bon, messieurs, partons sur une conclusion avec la note. Adam qui a été très généreux aujourd'hui en propos, en avis, avec des arguments solides. C'était vraiment parfait, Adam. Ta petite conclusion et bien sûr la note, je pense qu'elle va être bonne. Ah bah oui. Et franchement,
c'est dur de trouver un réel défaut dans ce film. Compliqué. En termes d'écriture, il n'y a aucun reproche à faire. En termes de personnages, ils sont tous magnifiques. Tu t'attaches à tous ces personnages, tu te souviens de tous ces personnages. C'est ça qui est incroyable. Que ça soit du gorille albinos, et même je me suis souvenu des prénoms des singes, des singes secondaires, genre Lucas, Rocket, tu vois. Ouais. C'est attaché à tous les personnages, pas seulement à César, quoi. C'est ça, quoi. C'est par exemple dans le deuxième, je me souvenais pas trop des personnages secondaires, même s'ils étaient bons. Mais là, ils sont tellement vraiment forts et ont un tel impact que je me souviens de leurs prénoms. Et ça montre à quel point ils sont importants. Donc, des personnages forts, une très bonne musique, de grands dilemmes. C'est-à-dire que pendant tout le film, tu n'es pas indifférent à ce qui se passe dans ce film. Tu te sens acteur. Parce que à chaque fois, un spectateur, en fait, la plupart des films font en sorte que le spectateur se range du côté du personnage principal ou du côté d'un des deux camps qui sont présentés dans ce film. Mais le film, il ne veut pas faire ça. Il ne veut pas te mettre... Alors, bien entendu, tout au long du film, on suit César, donc forcément, tu seras plus du côté de César, mais en même temps, tu ne peux pas être contre les autres, tu vois. Donc, au final... Ouais, c'est comme tu l'as dit toi-même, hein, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plus nuancé. Même tu peux pas dire qu'il y a il y a du bon et du mauvais dans les deux camps. Dans les deux camps. Tu peux pas juger même les personnages. C'est-à-dire que moi, le colonel, au final, j'ai pas envie de le juger. T'as un peu de peine pour lui. Oui, c'est ça, vraiment, j'ai énormément de peine pour lui et en même temps, j'arrive à le comprendre, tu vois. Donc il y a ce questionnement et c'est rare de nos jours que des films arrivent malheureusement c'est très rare, à nous provoquer des dilemmes moraux, tu vois, à ce point. En plus c'est un blockbuster, c'est dur de lui trouver un quelconque défaut. Il est parfait en plein de points. Donc est-ce que je lui donne la note de 20 ou non? Est-ce qu'elle va être confortable, ta note? Oui, ça ce serait confortable. Je peux pas lui donner 20 parce que 20 c'est la perfection. Pour moi la note 20 c'est le film qui n'existe pas, tu vois, c'est le film parfait, c'est le modèle qu'on ne peut pas atteindre, tu vois. Donc je lui donnerai une note de 19,9. 0,99. Vraiment, mais parce que 99999. Oui, c'est ça parce que c'est excellent, c'est l'un des meilleurs films de l'année, si ce n'est le meilleur film de l'année. Il faut encore attendre la fin de l'année. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur film, le meilleur blockbuster de cette année. C'est le meilleur film c'est le meilleur film de l'été, pardon. Le meilleur film de l'été, sans aucun souci. Si vous n'êtes pas encore allé le voir, allez-y s'il est encore dans vos cinémas. Sinon, regardez-le en achetant le DVD, bien entendu. Bien entendu. Pas ou aller regarder sur Netflix, mais on ne vous incite pas, bien entendu, à des actes de piraterie. En tout cas. Mais oui, des actes de piraterie. Regardez, mais je suis en train de les imaginer avec une petite épée, tu sais. C'est ça. Non, ils vont sur une fameuse baie de pirates. Hein, voilà. Mais en plus, ce qui est vraiment bien avec ce film, c'est que au final, il n'est pas nécessaire d'avoir vu les deux précédents. Parce qu'au début du film, on te fait un rappel et à aucun moment. Et ce qui est bien, notamment avec cette trilogie, c'est que bien que ce soit la continuité des événements, ce ne sont pas des suites directes aux événements précédents. Tout seul, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir vu le précédent pour savoir où on est dans l'histoire, parce que les choses ont énormément évolué entre chaque film. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai, tu as raison. Donc, même si vous n'avez pas vu les deux films précédents, même si, par exemple, je vous inciterai énormément à regarder le deuxième. Par contre, le premier, je pense qu'il n'est pas obligatoire en soi. Alors, il aide énormément dans le développement de César. La construction du personnage principal. Bien entendu, mais je trouve que César devient réellement vraiment intéressant à partir du deuxième. Parce que dans le premier, tu sais, il se cherche. Tu vois, oui, c'est ça. Il se cherche, il se pose des questions sur lui-même. Donc, c'est intéressant sur ce point de vue-là. Mais si vous voulez découvrir le César, le mythe, la légende, c'est à partir du deuxième, justement. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir vu les deux précédents. Vous pouvez très bien les voir. Voilà. Ça dure à peu près un quart d'heure. Il a mis 19,99 à ce
Planète des singes suprématie. C'est la meilleure note que j'ai donnée. C'est vrai, ça va être dur de faire mieux, effectivement. Ah oui. Liam. Alors, moi, je ne mettrais sûrement pas un 19,99. Il fallait que je le dise à la belge. C'est toi. Alors, juste pour vite revenir, parce que je viens de tomber sur un tweet de Louis Vertou qui parlait du film, mais il faut se rappeler aussi que le budget de la Planète des singes, les origines, était quand même de 93 millions de dollars, alors qu'ici, on a quand même plus. Donc, avec le budget qu'il avait, déjà, il savait quand même faire des trucs. Mais bon, revenons sur... C'était pas les mêmes capacités, la même technologie, les mêmes avancées à ce niveau-là. Hein. Les mêmes ambitions. Les mêmes ambitions aussi. On était au début, donc c'était peut-être un peu les balbutiements de tout ça, quoi. Voilà, mais donc c'était le petit aparté. Que dire sur Suprématie, je l'avais dit dans ma critique, c'est un film au superlatif nouveau. Sœur de l'année, j'hésite quand même beaucoup. Film de l'année, j'hésite aussi, et même de l'été, parce qu'il y a eu un petit Nolan qui m'a quand même marqué. Mais franchement, ce serait compliqué de ne pas reconnaître la qualité du film. C'est vraiment un très bon blockbuster. Peut-être un grand blockbuster, l'histoire le dira. Mais la Fox a produit un autre blockbuster qui m'a bien marqué, que j'ai trouvé aussi mature et adulte, qui était Logan, avec qui il partage une certaine mélancolie, une certaine force. Mais je lui mettrais la même note que j'avais mise sur la table ronde, c'est-à-dire un 19. Ce qui est pas mal, on va dire. Oui, je veux dire, c'est pas mal, peut mieux facile, faire. C'est confortable, c'est généreux, c'est naturel. Après le 20 pour Nolan et... 19,99, voilà. 19 pour Liam. Qu'est-ce qu'on a du côté de chez Pasquill TV, Nico? Bon, moi, je vais être un peu plus bas, mais je reste quand même sur une très bonne note, parce que j'ai vraiment kiffé le film. Et du coup, j'ai pas ressenti cet effet de on veut te forcer les choses, genre tiens, regarde, c'est triste, tiens, regarde, c'est épique. Non, en fait, c'est naturel. Je trouve ça s'est fait de. Je suis pas sorti du film. Pourtant, ça m'arrive de plus en plus sur les blockbusters de sortir régulièrement du film pour un détail, un truc. Mais là, ouais, visuellement, on a atteint un niveau qui est juste tellement beau et une maîtrise de la performance capture des effets spéciaux. Le fait de, comme les films précédents, de limiter beaucoup les dialogues parlés et de les faire plutôt visuels avec la langue des signes, avec les sous-titres. Tout passe par les gestes. Donc ça, c'est juste tellement beau. Après, ouais, pareil, la musique, comme je dis souvent, moi j'adore les musiques de films. Donc là, effectivement, il y a des petits thèmes qui viennent au bon moment, qui sont pas trop appuyés. Donc c'est juste ce qu'il fallait. Après, le seul bémol, c'est un peu la longueur. Il y a des petites longueurs parfois qui sont pas très très dérangeantes au final. Mais ouais, j'ai bien aimé le film. Il y a des bons thèmes qui sont abordés. On l'a dit tout à l'heure. Les dilemmes. En fait, tu peux comprendre les deux camps. Tu peux comprendre les motivations de César. Tu peux comprendre les motivations du colonel. Lesquelles elle est meilleure, on ne saurait pas trop dire, même si effectivement on a plus tendance à se mettre du côté de César, puisque c'est lui qui est le plus développé. Mais j'ai bien aimé tout ça, et moi je partirais sur un petit 18. Un petit. Oh, petit 18. Oh, le petit 18, il est moyen, 18 moyen. Un petit 18. Je vais encore passer pour un connard, vous faites chier les gars. Moi j'ai kiffé vraiment la trilogie, cet ultime volet, je le trouve vraiment exceptionnel, un immanquable de l'été, assurément de l'année certainement. J'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé surtout les sous-textes, j'ai aimé tout ce qui est développé, j'ai aimé la cohérence avec l'ancienne saga, avec la saga actuelle, ces 3 films donc, la musique, je me suis régalé, enfin... Visuellement, c'est devenu basique de dire que c'est bien fait, un film de la Planète des singes, comme si c'était devenu une normalité. C'est époustouflant, il n'y a rien à dire. Que du superlatif pour lui donner la note de 16 sur 20. Bon, 16 sur 20, c'est l'équivalent d'un 20, tu vois, pour le simple mortel, non, tu vois. Quand je mets 16, c'est vraiment qu'on a atteint un truc de fou, quoi, tu vois. Tu vois, en fait, Anthony, à l'école, quand il recevait un 7 sur 20, tu sais, les parents, ils disaient « Ah bah, c'est pas mal, t'as la moyenne !» Non, je me faisais défoncer. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas le cas.
C'est une autre histoire, ça. Non, bah pour conclure donc ce débat, nous sommes sur un 19,99, un 19 sur 20, un 18 et un 16. Autant dire que le film a été fortement apprécié, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin des notes pour le voir, tant nous avons développé, parlé, discuté. Il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu besoin d'être dans la suprématie de la vie. On était sur quelque chose d'assez sage, j'ai envie de dire, sage et plutôt malin, comme un singe, comme on dit. En attendant, de toute façon, s'il y avait eu des débordements, je pense qu'on avait matière à calmer un peu tout le monde avec Schwarzenegger. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Et en plus, je pense qu'il était prévu dans l'un des projets de relance de la planète des singes avant celui de Tim Burton. Allez, je pense, je suis pas sûr. Oui, mais c'était à l'époque de... au singe, tu sais. C'était à l'époque de Terminator, enfin où il était connu dans Terminator, tu vois. Alors, qui a la plus grosse voix, Schwarzenegger ou Andy Serkis César? Ouais, Andy Serkis. Ah, mais back. Non. Ouais, non, il le tient bien. C'est son personnage, quoi. Mine de rien, ce mec, il est derrière des images de synthèse très, très qualitatives, mais il a créé des personnages qui sont rentrés vraiment dans la pop culture. Je pense à Gollum, vraiment beaucoup. Ah ouais, non, mais la performance d'acteur sur Gollum est incroyable. Mais franchement, ça j'avais pas dit, mais je pense que le film ça pourrait très bien être un film qui pourrait être présenté aux Oscars, tu vois, celui-là. Exactement, je pense. Il y a moyen, il y a vraiment moyen, mais rien que pour la performance d'acteur. Pas que pour des trucs techniques, hein, parce que souvent ces films-là, ils se retrouvent dans des. C'est très bien, attention, tu gagnes. Oui, non, il pourrait très bien l'avoir. C'est génial. Mais je ne comprendrais pas pourquoi ils sont même pas nominés, tu vois. Pour moi, clairement, ils doivent être nominés. Tu sais, les Oscars, comment ça se passe, hein, c'est du politiquement correct, c'est de la tendance, c'est la hype. Mais en tout cas, celui-là, il mériterait, et même dans des trucs importants, genre meilleur acteur. On aimerait bien. Même en musique, mais je pense que tu vas être déçu. Sur des choses techniques, je te l'accorde, mais sur des types acteurs, machin, ils ont déjà du mal à donner des statuettes à des gens de minorité. En fait, imagine à des performances virtuelles et techniques. Ouais, mais tout dépendra, parce que tu sais, c'est chaque studio met son propre talent. Tout dépend si la Fox a quelque chose de mieux dans ta catégorie, aussi, tu vois. Aussi, mais là, déjà, avec ce film-là, ils ont un sacré truc. C'est clair. Mais voir aussi l'appréhension par rapport à la technologie, parce qu'on sous-estime quand même beaucoup Andy Serkis, selon moi, alors que c'est un très bon acteur. C'est un bête acteur. Parce que motion capture, quand tu penses qu'à l'époque... Parce qu'il est effacé derrière les personnages. On voit pas son visage. Même quand tu penses quand tu penses qu'un film comme Tron, à l'époque, n'a même pas été nominé pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux, parce qu'ils trouvaient que la technologie numérique, c'était de la triche. Alors, quand tu vois les innovations qu'il y a eu actuellement, tu comprends, c'est un petit cercle très fermé, tout ça. Puis c'est voilà. C'est vrai, mais c'est toujours comme ça. Hein. Par exemple, bien sûr, c'est l'histoire là où je travaille. Là où je travaille, c'est très le milieu. Enfin, c'est le milieu de la télé, mais ils connaissent aussi le monde du cinéma. Et la plupart, tu sais, ils détestent les CGI et les films de synthèse. Pour eux, c'est une menace. Comme les personnages face aux singes, mon petit Adam. Un peu comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est un film qui mériterait des Oscars, mais qui n'aura peut-être que des techniques. Mais qui avait un César. En tout cas, j'espère me tromper. En tout cas, il avait un César, bien joué. Je propose qu'on quand même clôture. Tu peux aller se coucher. Ça ne vous dérange pas. J'allais faire une blague pourrie comme quoi nous on a des la blague de Liam. Il faudrait un petit générique, tu sais. Vas-y. C'est parce qu'on parlait Oscar, on parlait César, mais nous en Belgique c'est les Madrid, vous voyez pour qui. Et donc la seule blague que je sais faire c'est coucou, te voir Madrid. Bref, on va... J'en peux plus de ce monsieur. On va clôturer ce débat en vous remerciant, messieurs. Merci Nico, Patskill TV représente. Voilà,
Toujours. Ah, bientôt les 50 abonnés. Ah, je sais pas. En tout cas, on le souhaite. Si vous aimez l'humour d'Andy et de Nico, n'hésitez pas à rejoindre Pas de Skill TV. C'est sympa. C'est très gras hein, comme humour. Bon, surtout le dernier épisode qui est très très gras en termes d'humour. Ça sent un peu le caca, c'est touffu. C'est Pas de Skill TV, quoi. Voilà, c'est ça. On te remercie aussi, Liam, d'être venu. Encore une fois. Mais quand toujours je dis encore une fois, on apprécie que tu sois là. Et on veut qu'il y en ait d'autres. Ah ben, moi comme toujours un plaisir, toujours un honneur et surtout je profite tant que je ne me fais pas éjecter pour mes jeux de mots de qualité. Mais on peut pas t'expulser de France, t'y es pas, donc forcément on est dans la merde. On n'a pas trop le choix. Non, mais tu viens quand tu veux, avec tes blagues, avec ton enthousiasme, ta volonté de parler de cinéma de manière passionnée, comme tu sais si bien le faire, et nous t'en remercions. Merci. Adam qui a été vif, qui a été, on aurait dit Neymar, tu vois, sur le terrain. Passement de jambes, fin de frappe, petit argument à droite, petit argument à gauche, une passe décisive, un but, enfin magnifique quoi. Merci Adam en tout cas d'être venu pour La Planète des Singes. Ah, de rien. En plus, je voulais vraiment parler de ce film parce que c'est... Ouais, bah, comme je l'ai dit, de toute façon, vous le savez très bien. Gros coup de cœur pour toi. Oui, tout à fait. Et j'en profite pour passer un petit message. Si vous me l'autorisez, messieurs. Ah oui, vas-y. Alors, les amis, je vais faire un petit peu mon aigle marron, je vais faire le bilan, comme il disait, calmement. En effet, vous savez que je fais partie de la table ronde, j'en fais toujours partie et j'en ferai partie. Cependant, je vais devoir réduire un petit peu ma présence drastiquement, mais pour de très bonnes raisons. On a parlé beaucoup de films. J'ai fait les comptes, messieurs, pardon. Sur 96 tables rondes, j'ai participé à 64. Ah ouais. Donc, viens me chercher mon pote, je suis là. Hein. Depuis le 13 décembre 2014, et le premier débat que j'ai pu faire, c'était sur Astérix d'Alexandre Astier. Et depuis, je suis resté, j'ai squatté, j'ai participé activement, j'ai rejoint l'équipe, on est passé, et je dis pas que ça vient de moi, hein, c'est un travail d'équipe, de 200 abonnés à 1158 aujourd'hui, le 15 août. Les 64 débats, je compte celui-ci, hein, je le précise. Trêve de statistiques, juste pour dire que voilà, personnellement, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime les histoires, mais il faut que j'écrive un petit peu la mienne, et forcément, dans l'histoire de ma vie, je rajoute une personne au casting. Donc je dois dire que je n'aurai plus trop le temps d'aller au cinéma, j'aurai plus trop le temps de venir participer, même si, je le souhaite, je resterai actif dans l'équipe. Toujours un plaisir de discuter avec vous. Je remercie tous les intervenants avec qui j'ai pu échanger. Je les ai pas comptés, mais ça doit se compter là aussi en dizaines, sans forcer. Les tables boss, merci Adam d'avoir lancé le concept au sein de la chaîne. Moi j'aime beaucoup ce format et je pense qu'on m'y verra souvent parce que j'aime vraiment analyser, comprendre ce qui nous est vendu. Je trouve que c'est un super format. Le baroudeur, autant dire que ça fait un moment que je l'ai enterré au fond du jardin, mais en tout cas c'était très agréable de faire ce petit format. Je remercie Nicolas, je remercie Adam et je remercie Andy pour leur aide sur ce format parce que techniquement, autant dire que je suis une vraie bille, mais ils ont été là pour m'accompagner. Je remercie tous les membres de la table ronde, Léopold, Adam, même si vous n'en faites plus partie, vous êtes la table ronde. Je remercie forcément Nicolas pour le travail qu'il effectue après les enregistrements. Je ne sais pas comment il fait pour se faire spoiler autant de films et pourtant il monte ça avec grand plaisir. Et il y a plein de films que je vois pas et que je regarde même pas. Tu les as vus, en tout cas tu les as entendus. Ouais, voilà, j'ai entendu tu connais les arguments, tu connais les faiblesses et les grandes surprises de certains films. Comment ne pas remercier Andy, le patron, hein, c'est quand même lui, avec Léopold, qui ont donné l'impulsion à cette chaîne, et je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un truc très sympa. Et aussi, mon petit Janto, je sais pas si tu écouteras ce débat, je pense que oui, parce qu'il les écoute même plusieurs fois. Janto, pour moi, il représente la table ronde dans un sens où il a compris l'esprit d'équipe, l'esprit de bande, l'esprit amateur, mais dans le bon sens du terme. Moi, je compare souvent ça à la table ronde à une équipe de foot du dimanche. Le mec qui a un peu trop bu la veille, le mec qui est un peu gros, mais qui a envie de jouer, qui a envie de se prendre pour Neymar, Cristiano Ronaldo et Messi. Le plaisir, tout simplement, de jouer au ballon, là, c'est le plaisir de parler de cinéma. Je m'arrête là parce que je suis un peu trop bavard. Et je voulais vous remercier. On se reverra, ça c'est certain. Peut-être un petit peu moins qu'actuellement. D'ailleurs, la chaîne va faire une petite pause. Nicolas, tu confirmes? Ouais, justement, on va se réorganiser entre guillemets, comme après tu seras plus là, on va rebosser sur des projets. Il y en a plein qu'on avait annoncé, qu'on n'a pas sorti, on va rebosser dessus.
comme Janto il arrive sur Paris et que moi je vais m'installer sur Paris, normalement, on va faire du très très sale. On va prendre une coloc pour justement pouvoir travailler plus facilement ensemble sur des projets et sur ce qu'on fait déjà sur la table ronde. Donc voilà, on va bosser là-dessus. Puis du coup, on avait déjà mis, et Liam avait postulé justement pour ouvrir un ou plusieurs places, on ne sait pas encore justement au niveau de la table ronde pour l'organisation de l'équipe, mais du coup on relancera après. Enfin, on s'occupera de ça plus en détail justement sur le mois de septembre quand on aura plus de temps. Parce que c'est vrai que là, avec les vacances, avec moi, mon nouveau taf et tout ça, enfin bon, ça fait beaucoup de choses à gérer, mais du coup, sur le mois de septembre, on va être plus calme et on va pousser les projets, on va pousser tout ça. Et que de bonnes choses. On va refaire une petite rentrée plutôt calme. Et de toute façon, après, comme on avait dit, Anthony, le baroudeur, si toi, t'as pas le temps de le faire, nous, avec Janto, on va continuer un petit peu le format de manière à ce qu'il ne meure pas et que tu reviennes après pour reprendre ça le jour où tu pourras reprendre. Bien sûr, en tout cas, je n'annonce que du bon pour la chaîne, dans le sens où on va continuer à s'amuser comme les gens qui viennent, qui prennent du temps, et on vous remercie. Je remercie, j'ai peut-être oublié le principal, les gens qui suivent assidûment la chaîne. Il y a toujours des gens qui laissent des commentaires. Je peux penser à Bruno Hibou, je pense à Théo. Comment ne pas penser à Théo, The Best Federer. J'en oublie certainement plein. Il y a Damien, il y a Petit Con, il y a Super DC. J'en oublie énormément, je m'en excuse, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui compte, c'est les gens qui suivent, qui commentent, qui écoutent, pas forcément qui commentent, mais qui écoutent, qui prennent du plaisir, qui sont pas forcément d'accord avec nous, qui sont d'accord avec nous, mais au moins qui prennent le temps de nous suivre. En tout cas, je ne souhaite que du bon à la table ronde, ça c'est certain, je ne m'inquiète pas pour la chaîne. Restons tranquilles, restons amateurs, tout en ayant le plaisir de s'amuser, je pense que c'est le plus important, et de parler de cinéma. Voilà pour moi. Ouais. Ouais. Le moment émotion. Oui, mais que du bon, attention, hein, je suis pas en train d'annoncer, on dirait, oui, donc là... Non, au contraire. On va mettre See You Again, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, à la table ronde, on l'a déjà utilisé, donc il faudra qu'on trouve autre chose. C'est la musique de... On va Charles. Despacito. Ah ouais, Despacito. On se reverra, Patito. Ouais, c'est ça, putain, la tristesse du truc. En attendant, c'était donc la table ronde sur la planète des singes. Vous avez compris, on a surkiffé le film. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Allez le voir, continuez à nous suivre et surtout, donnez-nous votre avis sur le film. On vous dit à bientôt pour la table ronde. Petite pause, période de congé, réorganisation et on se retrouve septembre-octobre encore plus chaud qu'avant. Allez, à bientôt jeunes gens. Ciao, ciao.